Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Fouillet, je travaille à l'Office international de l'eau en tant que médiateur scientifique sur les sujets eau et nature et donc notamment milieu humide. Je vais animer ces 2 heures qui nous attendent. Et donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'échange sur les suivis en milieu humide. Donc voilà, l'idée c'était, en fait, on voulait proposer voilà, en 2 heures un peu un balayage de tous les outils de suivi qui existent aujourd'hui quand on mène des actions en milieu humide, qui ne sont pas toujours forcément encore connus par tout le monde parce que certains sont assez récents. Donc vous verrez que ça ira vite, hein. Aujourd'hui, l'objectif c'est un balayage, on ne va pas aller dans les détails. Et puis, par contre, vous saurez, enfin, ça permettra à chacun de connaître les outils et puis d'avoir la possibilité d'aller creuser au besoin sur les outils qui vous intéressent. Nous sommes beaucoup de monde, donc il y avait plus de 300 personnes inscrites. Donc, de fait, bah, voilà, pas de micro, pas de webcam pardon, pour les participants. N'hésitez pas à vous renommer et à préciser de quel organisme vous faites partie. Ce sera plus facile si on veut interagir avec vous. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, ce sera par écrit dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les questions qui ont déjà été posées pour ne pas poser 2 fois la même. Je pense qu'on n'arrivera pas à répondre à tout parce qu'on n'aura pas le temps. Et par avance, je m'en excuse, mais bon, c'est la dure loi de la vie d'une visio en 2 heures. Merci d'avance de votre compréhension. Et puis donc, ben voilà, je vais laisser la parole aux intervenants que je remercie d'ores et déjà d'avoir pris le temps de préparer leur intervention et puis de se rendre disponible pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Et donc, on va commencer par une petite introduction sur le sujet qui nous intéresse et notamment sur le pourquoi mener des suivis en milieu humide. Et pour ça, je passe la parole à Pascale Larmande, qui est animatrice territoriale SAFN, solution d'adaptation fondée sur la nature, au projet Life Intégré Artisan. Voilà, Pascal, je te laisse, je m'efface. Merci beaucoup Maxime. Je vais pouvoir vous partager mon écran. Voilà. Donc, tu me valides qu'on voit bien? C'est bon, tu peux y Ok, aller. super. Moi, je suis Pascale Larmande. Je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Centre Val-de-Loire. Et donc, je suis animatrice régionale sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'en fait, je vais accompagner notamment les collectivités, mais pas que, à appréhender tous les enjeux climatiques et à utiliser la nature pour pouvoir adapter leur territoire et de ce fait réduire les risques. Donc pourquoi finalement agir avec la nature? Dans le cadre de la mise en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature, la finalité qui est quand même relativement anthropocentrée, c'est d'assurer le bien-être humain et en plus de permettre un gain net de biodiversité. Ce gain net, il est important. C'est pas uniquement une amélioration, voilà, c'est vraiment d'être meilleur qu'à l'origine. Et pour ça, on va mettre en œuvre des actions de protection, de gestion, de restauration d'écosystèmes, que ce soit des écosystèmes naturels ou des écosystèmes modifiés, et dans le but de relever des défis qui sont posés par le changement climatique. Il y a 7 défis qui sont identifiés par l'UICN, et dans ces 7 défis, il y a notamment l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, il y a la réduction des risques naturels, et il y a l'approvisionnement en eau. Donc on voit bien déjà le lien qu'on va pouvoir faire avec les zones humides, puisque les zones humides vont être des solutions qui sont vraiment multi-bénéfices, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des solutions hydrauliques avec tout ce qui est régulation des crues, le ralentissement des eaux, ce qui va permettre de diminuer notamment les dégâts et donc les coûts qui sont liés aux inondations. Et puis en plus, elles vont permettre le soutien des pillages. Et puis on va avoir des solutions qui sont plus épuratrices et donc qui vont garantir une bonne qualité des eaux des cours d'eau, mais aussi des eaux des nappes et donc de l'alimentation en eau potable. Et donc dans le cas des solutions fondées sur la nature, on va avoir un enjeu pour lequel on va pouvoir avoir plusieurs solutions. C'est par exemple le cas, pour lutter contre les inondations. Donc là, c'est notre enjeu. Et dans le panel de solutions, on va pouvoir mettre en place des mesures naturelles de rétention d'eau, donc tout ce qui se fait sur les bassins versants pour infiltrer, pour ralentir les eaux sur les bassins, ça peut être des haies, des fascines, des zones tampons artificielles.
On va voir par exemple la restauration de la fonctionnalité des cours d'eau, avec les zones d'expansion de crues, tout ce qui est restauration de zones humides, la réouverture des cours d'eau busés, donc ça c'est des actions qu'on connaît bien, et pour lesquelles donc ça va permettre de répondre à cet enjeu de lutte contre les inondations. Et puis, on va aussi, en mettant en place une solution, pouvoir répondre à plusieurs enjeux. Et c'est le cas d'une zone humide fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en restaurant une zone humide, on va à la fois permettre la recharge des nappes phréatiques, on va réduire le ruissellement et l'érosion de sol, réguler les inondations, rafraîchir localement les températures, maintenir des continuités écologiques. Donc on voit bien qu'il y a pour une solution tout un panel d'enjeux auxquels on répond. Et donc ce qui est vraiment intéressant dans ces solutions fondées sur la nature, c'est vraiment cet effet cumulatif des solutions, puisque cet effet cumulatif va être combinable. Les actions mises en œuvre vont pouvoir optimiser finalement les bénéfices globaux. Par contre, dans la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature, une chose qui va être très importante, c'est qu'on va être dans une nécessité d'agir à différentes échelles. On va être sur des échelles administratives, alors on peut être sur le bâtiment, sur la parcelle, sur le quartier, sur la ville, mais on va être aussi sur des échelles de type bassin versant, donc là en dehors d'une échelle administrative pure, et c'est vraiment le cas dans le domaine de l'eau. Donc on le connaît dans le domaine des cours d'eau, mais c'est aussi à prendre en compte, par exemple, dans le domaine de la gestion des eaux pluviales, puisqu'on a tendance à les gérer la plupart du temps au niveau de la collectivité, mais finalement il y a pas mal d'actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre qui devront se faire à l'échelle du bassin versant, notamment en amont du bassin versant pour infiltrer au maximum et réduire le risque notamment d'érosion ruissellement avec coulée de boue. Et donc pour ça il va être fondamental d'agir en transversalité entre les services des collectivités, mais aussi entre les différents métiers. On va être, en général, on intervient de façon un peu silotée, c'est-à-dire on va avoir l'aménageur, on va avoir la personne qui intervient dans l'environnement, la personne qui va intervenir plutôt sur les réseaux. Et là, dans la mise en place de ces solutions fondées sur la nature, il est fondamental d'avoir cette transversalité des métiers, et puis d'avoir aussi une vision qui est inclusive dans la planification. Et donc, pour accompagner la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, il y a un programme LIFE donc, qui a été déployé, qui s'appelle le LIFE Artisan, donc c'est un acronyme pour accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ce programme LIFE, il est porté par l'Office français de la biodiversité au niveau national, et puis il va s'appuyer sur 22 structures associées sur toute la France, et il va se décliner dans chaque région avec des animateurs régionaux, donc c'est le poste que moi j'occupe. Donc pour certaines régions, animateurs régionaux qui seront au sein des OFB, et dans 4 régions, les animateurs régionaux seront au sein des ARB, donc en l'occurrence Île-de-France, Occitanie, Centre-Val de Loire et la Bretagne. Ces animateurs sont en métropole, mais sont aussi représentés en Outre-mer, sur Antilles-Guyane et sur Réunion-Mayotte. Donc ce LIFE, il a une durée de 8 ans, il a commencé en 2020, donc il va courir jusqu'en 2027, et il se base sur le standard de l'UICN, en répondant spécifiquement à l'enjeu d'adaptation. Donc là, vous avez les 7 défis auxquels répondent les SFN dans le cadre du standard de l'UICN, et donc sur le LIFE Artisan, c'est le défi que vous avez en premier, atténuation et adaptation au changement climatique, et là on est vraiment nous à travailler sur l'adaptation. Et pour ce LIFE, il y a 3 axes de travail, et notamment l'axe socle, le gros enjeu d'Artisan, c'est de démontrer et de valoriser le potentiel des solutions fondées sur la nature. Et pour ça, ça va passer à la fois par des études spécifiques pendant toute la durée de LIFE, ça va passer par des retours d'expérience qui vont notamment être mis en valeur sur le CRAC, c'est un centre de ressources changement climatique, et puis ça passe aussi par un travail mené sur 10 sites pilotes. Sur ces 10 sites pilotes, il y en a 5 qui sont sur des zones humides, donc c'est un volet qui est très important. Et sur ces sites pilotes, on va suivre de façon fine l'évolution, la mise en œuvre des SFN pour pouvoir consolider les données sur le potentiel que peuvent avoir les solutions fondées sur la nature. Et donc,
dans les études qui ont déjà été réalisées. Par exemple, il y a une étude sur les obstacles à la mise en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ce qui ressort de cette étude, pour faire vraiment très allégé, c'est au niveau des freins, une mauvaise perception, notamment avec l'idée d'avoir des nuisances sur les FN, sur la tangibilité aussi non convaincante de ces solutions-là, sur l'inadéquation actuelle avec notamment les marchés publics, qui vont favoriser plutôt les performances techniques, sectorielles et financières rapides, ce qui n'est pas forcément le cas d'une réponse de la nature. Par contre, il est fléché aussi des leviers fondamentaux, et dans ces leviers, on retrouve l'importance de démontrer, c'est vraiment cette démonstration des bénéfices et de la robustesse des solutions fondées sur la nature. Et puis un autre gros travail qui a été mené par le CEREMA, par la CDC Biodiversité et l'École des Ponts, en lien avec les 10 sites pilotes, c'est l'édition de ce référentiel que vous avez donc côté droit de la diapo, ce référentiel d'indicateurs qui va proposer un cadre méthodologique, qui va proposer une liste d'indicateurs pour suivre la mise en œuvre de projets de solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui va permettre d'accompagner leur amélioration en continu et surtout de mesurer leurs bénéfices. Donc ce travail, ce référentiel, il répond vraiment aux besoins de suivre la mise en œuvre de ces SAFN pour avoir des données qui sont cadrées, des données qui sont comparables, des données qui sont bien adaptées. Et donc tous ces documents, donc là je vous ai fait un balayage très rapide, donc tous ces documents, vous allez notamment pouvoir les retrouver sur le site que vous avez ici, ofb.gouv.fr, le projet Life Intégré Artisan, où là vous avez notamment une banque documentaire avec la mise en œuvre la mise en lien de ces différents ouvrages. Et donc pour conclure de façon assez rapide cette introduction à ce webinaire, on a vraiment un réel besoin de démontrer la robustesse des solutions d'adaptation fondées sur la nature, notamment en valorisant leurs performances principales, mais aussi et surtout les co-bénéfices qu'elles peuvent apporter et leur contribution donc à la résilience des territoires dans le cadre des enjeux climatiques. Et c'est par là, en fait, en apportant ce socle, qu'on va pouvoir permettre de développer massivement le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature sur les différents territoires. Donc j'ai balayé très rapidement. Les différents liens, vous les retrouverez de toute façon dans le PowerPoint que Maxime vous transmettra de toute façon. Merci beaucoup Pascal. Bah voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est clair, hein, on a besoin de suivi. Maintenant que ça s'est dit, on fait comment? Et donc là, voilà, on va voir quatre outils, quatre approches ou ensemble d'outils. Donc, ça ne répondra pas à la nécessité de mesurer tous les types de co-bénéfices parce que ça dépasse largement le périmètre qu'on s'est donné aujourd'hui, mais quand même, c'est une base, je pense, incontournable pour commencer à avancer et réfléchir sur ce sujet. Donc, on va commencer par un premier groupe d'outils qui est la boîte à outils MEO et ce sera parole à Charlotte Lemoigne, qui est chargée de mission zone humide à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Donc, Charlotte, vas-y, je te laisse prendre la main. Merci Maxime. C'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Maxime, je suis Charlotte Lemoigne. Je suis chargée de mission zone humide à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette webconférence sur les suivis en milieu humide, je vais vous présenter très rapidement la boîte à outils MEO. Alors, MEO, c'est une démarche nationale qui a été lancée en 2014 et elle est issue de la démarche Roméo qui, elle, a émergé dans les années 2009-2010 à l'initiative des conservatoires d'espaces naturels Savoie et Rhône-Alpes sur le bassin Rhône-Méditerranée. De 2014 à 2021, cette animation nationale MEO a été portée par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, donc c'est le petit cible, le FSEN que vous voyez sur la slide. Et depuis début 2022, cette animation nationale a évolué vers un copilotage entre, d'une part, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels,
qui a notamment pour mission, dans le cadre de cette démarche nationale, d'accompagner le réseau des conservatoires et aussi de co-organiser des sessions de formation avec l'Office français de la biodiversité. Je reviendrai sur ce point à la fin de la présentation. Et d'autre part, cette animation nationale est copilotée avec Patrinat. Patrinat qui est un consortium de 3 structures, à savoir l'OFB, le CNRS et le MNHN. Patrinat a, entre autres, pour mission dans cette démarche nationale, l'animation scientifique et technique. Bien évidemment, Fédération des conservatoires d'espaces naturels et Patrinat travaillent aussi ensemble sur différentes missions, notamment l'animation de réflexion sur le développement d'outils à venir, ou encore des actions de communication et de sensibilisation visant à faire connaître cette démarche MEO et accompagner le déploiement sur les différents bassins. Nous avons donc là affaire en fait initialement à une démarche locale qui est née sur le bassin Rhône-Méditerranée et qui a été portée au niveau national. C'est une démarche qui est soutenue du coup par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et la démarche nationale MEO constitue l'un des 3 chantiers de la stratégie d'amélioration des données nationales des milieux humides. Alors, MEO. Quand faire appel à la démarche MEO? Eh bien, dans 2 grands cas. D'une part, si vous voulez suivre l'évolution de l'état de votre zone humide, dans ce cas-là, on va parler de trajectoire écologique à moyen ou long terme, ou dans un autre cas, c'est-à-dire si vous souhaitez suivre les effets de la restauration sur une zone humide. Dans ce cas-là, on parlera d'impact de trajectoire d'impact de la restauration à court ou moyen terme. La boîte à outils MEO va s'adresser à tous les milieux humides. Et à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, à la fois aux acteurs qui mettent en place des suivis et des protocoles sur le terrain, les gestionnaires d'espaces naturels, les maîtres d'ouvrage, etc., mais aussi toutes les personnes et tous les acteurs qui peuvent être, par contre, prescripteurs, en fait, et qui peuvent demander à ce que ce type de suivi soit mis en place. Donc, ça peut être les agences de l'eau, dans le cadre de certains de leurs appels à projets, certaines agences de l'eau l'ont déjà fait, des autorités locales, et au niveau national, ce type de suivi leur permet d'avoir un suivi homogène avec des protocoles standardisés. Là, je vous ai mis juste un petit extrait du coup de la double évaluation que permet la démarche MEO, avec d'une part la trajectoire écologique et d'autre part la trajectoire restauration. Alors, suivi et évaluation de l'évolution des milieux humides. La démarche MEO propose toute une série d'indicateurs dits territoriaux. Là s'affiche une liste non exhaustive des indicateurs que vous propose la démarche MEO. C'est pour ça qu'il y a les 3 petits points, parce qu'après, en fonction des bassins, d'autres indicateurs ont été développés. Le terme d'indicateur renvoie à la question « qu'est-ce que je mesure ?» Maintenant que vous avez défini les indicateurs que vous voulez suivre, vient la question de comment je mesure ce ou ces indicateurs. Dès lors, en fait, la BAO MEO va aussi vous proposer des protocoles et au niveau national, 5 protocoles nationaux ont été retenus, à savoir le protocole pédologie, flore, piézométrie, odonate et amphibien. À partir de la donnée brute qui va être recueillie via les protocoles, la BAO MEO en fait, va vous permettre de calculer des valeurs indicatrices. Et par la répétition de ces protocoles au cours du temps, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ces valeurs indicatrices au cours du temps. La finalité est donc à la fois la production de valeurs indicatrices et d'autre part l'évaluation et l'interprétation de ces valeurs indicatrices au cours du temps. Donc, une campagne de suivi vous permet d'aboutir au calcul d'une valeur indicatrice. Pour suivre une évolution, il faut 2 voire 3 valeurs indicatrices minimum. Et l'évaluation de l'évolution va faire appel à des analyses statistiques et un besoin d'interprétation des résultats. Donc ça, c'est comment je calcule et interprète. Pour les BAO aboutis, en fait, ce triptyque de questions renvoie à des triptyques de fiches qui se répondent l'une à l'autre, donc avec des fiches indicateurs, des fiches protocoles et des fiches analyses.
À savoir, du coup, tous les protocoles, à savoir les 5 protocoles qui ont été retenus au niveau national, peuvent être mis en œuvre sur tous les bassins dès aujourd'hui. Ce sont des protocoles nationaux qui sont standardisés et que vous soyez sur le bassin de la Loire ou sur le bassin RMC, vous pouvez les mettre en place. Il s'agit des mêmes protocoles. Concernant les indicateurs inhérents au protocole pédologie et piézométrie, qui font appel à des paramètres, on va dire, abiotiques, ils peuvent être suivis dès à présent sur tous les bassins. Et concernant les indicateurs inhérents au protocole flore, odonate et amphibien, eux, ils font appel en fait à des listes, ce qu'on appelle des listes d'espèces de référence qui sont spécifiques à chaque bassin, puisque vous comprendrez bien qu'en fonction des bassins, on ne retrouve pas les mêmes espèces. Or, le calcul des valeurs indicatrices se base sur ces listes d'espèces de référence. Donc, en fonction du bassin où vous vous trouvez et en fonction du coup de l'état d'avancement du déploiement de cette démarche sur votre bassin, vous pouvez ou non calculer les valeurs indicatrices. L'ensemble des indicateurs n'est pas à mesurer. Alors là, je m'explique. La boîte à outils va vous proposer tout un tas d'indicateurs, mais vous n'avez pas à mettre en place et à mesurer l'ensemble des indicateurs. En fait, ça va être à vous de choisir les plus pertinents en fonction de l'objectif posé dans le cadre de votre projet et aussi le plus approprié en fonction des enjeux, du coût et aussi des compétences que vous pouvez avoir en interne. Et enfin, là, je reviens sur les 3 petits points de la slide précédente. Certains bassins ont développé des indicateurs supplémentaires et qui vont être spécifiques au bassin en question. Et là, je vous ai remis du coup le schéma global de la double évaluation que permet la démarche MEO. Alors, un petit point concernant l'avancement du déploiement de cette démarche par bassin. Comme je vous l'ai dit au tout début de ma présentation, du coup, cette démarche a émergé sur le bassin Rhône-Méditerranée avec la BAO Roméo. Cette BAO vous propose 13 indicateurs de mesure qui renvoient à 9 protocoles. Une boîte à outils Roméo a été diffusée en 2014. Une calculette, qui est un outil d'aide au calcul des valeurs indicatrices, est sortie en 2016. Et en 2017, vous avez un guide méthodologique spécifique pour le suivi des travaux de restauration qui a été publié en 2017. L'ensemble de ces outils sont disponibles sur le site Roméo et vous aurez aussi le lien via le PowerPoint que Maxime vous transmettra par la suite. Donc, en suivant une logique, on va dire, historique, après, c'est MEO qui a été lancé du coup en 2014 avec une démarche nationale pour tronc commun les 5 protocoles dont je vous ai parlé précédemment. Plus ou moins en parallèle, nous avons la démarche Ligero qui a été lancée sur le bassin de la Loire. Aujourd'hui, cette boîte à outils renferme 7 indicateurs qui renvoient vers 5 protocoles. Donc, la BAO et la calculette ont été diffusées en 2017. Sur le bassin de la Loire, les acteurs qui pilotent la boîte à outils et qui animent cette boîte à outils proposent tous les ans plusieurs formations spécifiques au protocole. Et depuis 2020, il y a des réflexions et des travaux pour le déploiement de cette boîte à outils sur la région Bretagne. Concernant le bassin Attois-Picardie, vous avez la boîte à outils BINBAP, donc toujours dans le cadre de la démarche MEO. Cette boîte à outils a été pensée dans un cadre de suivi travaux uniquement. Elle renfermera 8 indicateurs, 2 sont en cours de finalisation, qui renverront à 5 protocoles, dont 2 spécifiques au bassin. En cours de finalisation et en projet, vous avez un guide des indicateurs avec différentes fiches projet et une calculette aussi qui est un projet en cours. En Ardour-Garonne, les réflexions sont aussi en cours et ils sont au stade où les fameuses listes d'espèces sont validées ou en cours de validation en fonction des différentes listes d'espèces. Pour ce qui est du bassin Seine-Normandie et du bassin Rhin-Meuse, les démarches avaient débuté en 2014-2015 avec des préfigurations, puis se sont arrêtées et du coup on est en attente depuis, mais on travaille toujours pour que cette démarche soit déployée sur l'ensemble des bassins.
Alors après, il s'agit exactement de la même carte, mais cette fois-ci, je vous ai mis les acteurs et un petit peu les pilotes sur chacun des bassins qui travaillent sur le déploiement des indicateurs du coup territoriaux. Voilà, donc c'est des structures vers lesquelles vous pouvez vous retourner ou vers lesquelles la Fédération des conservatoires ou patronates pourra vous renvoyer si vous souhaitez plus d'informations. Au tout début aussi, je vous ai indiqué que la démarche MEO, dans le cadre de la démarche MEO, on proposait aussi des sessions de formation. Et depuis début 2019, la Fédération des conservatoires et l'Office français de la biodiversité organisent des sessions de formation, donc qui s'appellent Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration. Et il s'agit d'une formation d'initiation aux différentes boîtes à outils pour le suivi des milieux humides. Donc, les objectifs de la formation vont être de discerner le cadre d'application du suivi des milieux humides, de savoir choisir les indicateurs et par conséquent les protocoles terrain d'évaluation des milieux humides en fonction des objectifs visés dans le cadre d'un projet, d'organiser les données de suivi, de savoir vers quelles, où et comment les faire remonter, et aussi de calculer ces fameuses valeurs indicatrices et d'interpréter les résultats obtenus. Donc, il s'agit de formations qui viennent vraiment en articulation avec les formations qu'on peut vous proposer ou qui pourront vous être proposées sur les bassins, comme les formations Ligero dont je vous ai parlé juste avant. Ces formations font appel à de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on va mettre les stagiaires en situation, on va partir de ce qu'eux connaissent pour les alimenter. Donc, on fait beaucoup d'animations. Et cette formation dure 4 jours, étalée sur 5. Et on prend jusqu'à 15 stagiaires par session pour que toujours ces formations restent à dimension humaine. Il n'y a pas de mise en œuvre ni de savoir-faire, toujours dans un objectif de bien s'articuler avec les formations de bassin qui sont des formations beaucoup plus terrain. Là, c'est juste quelques chiffres et juste une petite cartographie pour vous situer. Donc, d'une part, à gauche, vous avez la localisation des sessions de formation qui ont été dispensées depuis 2019. Donc, vous avez principalement Loiret, Loir-et-Cher. Et cette année, on en a fait une en Savoie en juin dernier. La semaine dernière, nous étions à Agde pour une session de formation aussi. Et en octobre, la dernière session 2022 aura lieu à Dry, au centre de formation du Bouchet. Et à droite, vous avez en fait la localisation des structures des stagiaires qui ont participé, du coup, qui ont été formés dans le cadre de ces sessions. Donc, ça fait 6 sessions sur 4 différents en 4 ans, 11 structures intervenantes. Et du coup, à ce jour, ça fait 73 stagiaires formés et ce chiffre ne prend pas en compte la prochaine session de formation qui se tiendra à Dry. Voilà. Et du coup, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un petit peu les documents de référence par rapport à la démarche MEO. Donc, de gauche à droite, vous avez en premier lieu, du coup, la boîte à outils Roméo. Pour la boîte à outils Roméo, où vous trouvez tous les éléments, même l'historique concernant cette démarche. Ensuite, vous avez le guide spécifique pour l'utilisation des indicateurs pour le suivi des travaux de restauration. Ensuite, vous avez la BAO Ligero, donc pour le bassin Loire-Bretagne. Et enfin, après, je vous ai mis le logo de la boîte à outils BIMBAP, qui pour l'instant renvoie vers une page qui n'est pas dédiée à BIMBAP, mais qui vous parle de cette démarche BIMBAP. Et pour tous ceux qui sont intéressés, à savoir qu'à la fin du premier semestre 2023, il y aura un webinaire de lancement de la boîte à outils BIMBAP qui est prévu. Voilà. Concernant le site de la fédération, vous pouvez retrouver une page dédiée à la démarche MEO sur lequel qu'on actualise, sur lequel vous pouvez trouver les différentes sessions de formation notamment. Et puis, si vous voulez encore en savoir plus et creuser un petit peu plus, eh bien, on vous invite à vous inscrire aux nouvelles sessions de formation qui sont à venir en 2023. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai fait très vite, mais voilà, c'était aussi la commande pour aujourd'hui. Et merci beaucoup, Charlotte. Désolé pour cette commande, je sais, pénible. Hein. C'est toujours dur de tenir 15 minutes quand il en faudrait 2 heures pour être exhaustif. Quelques remarques qui sont déjà remontées. Il y a Denis Berlemont qui
qui rebondissait quand tu as dit indicateurs et protocoles valables dans toute la France. Il demandait confirmation que ce n'était pas y compris l'outre-mer. Non, ce n'est pas y compris l'outre-mer et c'est bien les protocoles. Après, les indicateurs, hein, j'ai bien spécifié les indicateurs, vous allez retrouver des indicateurs similaires sur tous les bassins. Après, ça va être dans tout ce qui est calcul des valeurs indicatrices. Certaines font appel à des listes de référence et ces listes de référence, elles sont spécifiques à chaque bassin. Voilà. Ensuite, il y avait une remarque sur CNO, parce qu'à un moment, il y a eu un site internet CNO Zone Humide qui n'existe plus. Il y a quelqu'un qui soulevait ça, mais du coup, donc dans le bassin Seine-Normandie, on peut quand même se retourner sur les outils MEO en attente d'une éventuelle redéclinaison. Oui, on attend. Enfin, oui, après, il n'y a pas de raison que ça ne se lance pas aussi sur le bassin Seine-Normandie, mais oui, pour l'instant, vous pouvez vous retourner vers MEO et vers même les acteurs Artois Picardie et Ligero pour si vous avez besoin de réponses par rapport à de la mise en place, de l'application concrète sur le terrain. Ensuite, une question un peu plus concrète sur les opportunités d'application. Il y a quelqu'un qui demande si cet outil pourrait servir à suivre les effets d'une restauration ordonnée par un juge si une personne a détruit une zone humide, par exemple. Alors, tu peux me refaire la question, s'il te plaît? Est-ce que cet outil, donc est-ce que les outils de MEO pourraient servir dans le cadre d'une restauration ordonnée par un juge suite à des destructions de zones humides, par exemple? Oui, enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y a des. Pour moi, oui, c'est dans le cadre ça peut s'appliquer dans le cadre d'un suivi de restauration de zone humide. Après, le fait que ça soit un juge qui le demande, pourquoi pas. Enfin, après, je n'ai jamais eu ce cas-là, on m'a jamais fait remonter ce type de ce cas-là, mais. Et il y a quelqu'un d'autre qui demande, justement, là, tu évoquais le fait de ne pas hésiter à se retourner vers les acteurs des autres bassins. Mais si on veut utiliser ces outils, doit-on obligatoirement se tourner vers les acteurs pilotes ou, j'imagine, est-ce qu'on peut le faire en autonomie? Non, vous pouvez le faire en autonomie. Après, on est toujours preneur de savoir justement si vous les avez mis en place. Parce que des fois, on recherche à savoir où est-ce que les protocoles, la démarche MEO a été mise en place. Donc après, voilà, juste si vous pouvez nous faire signe pour nous dire où est-ce que cette démarche a été mise en place, voilà, pour qu'on ait un panorama des différents suivis MEO qui ont été mis en place au niveau national. Même si c'est travaux. Ouais, d'autant plus si c'est dans des bassins qui ne sont pas encore couverts par des déclinaisons d'indicateurs. Il y avait une question aussi par rapport à la calculette au niveau national. Est-ce que c'est prévu? C'est des réflexions, c'est des échanges qu'on a. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, les calculettes se développent par bassin. Mais c'est une question qu'on soulève et sur laquelle on souhaite travailler. Après, je ne sais pas si ça ne sera pas pour demain, c'est sûr, mais c'est une question qui est en réflexion. Et voilà, et il y avait encore une question qui revient un peu, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais sur la possibilité d'imposer ou de prescrire par arrêté préfectoral ces suivis dans le cadre de dossiers loi sur l'eau, notamment. Donc, j'imagine que c'est tout à fait envisageable d'utiliser ces outils dans ces cadres-là, en fait. Bah, oui. Après, oui, ça. Moi, juste ce que je sais, c'est qu'il y a certaines. C'est l'agence de l'eau Ardour-Garonne qui avait lancé un appel à projet tête de bassin versant. Et dans cet appel à projet, le financement était sous réserve de la mise en place, était conditionné à la mise en place de suivi MEO. Donc après, oui, ça peut être quelque chose de demander en fait. Et ok, super, merci. Et après, il y a une question. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur le cadre contentieux, mais je vous laisse la lire. Et puis, une question sur un peu le temps de réponse des milieux vis-à-vis des indicateurs. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, peut-être que ce n'est pas possible de faire une réponse générale, mais sur le délai entre pour voir une réaction des indicateurs quand tu mets en place des travaux ou restaurations ou autres? Alors oui, effectivement, je ne pourrais pas vous faire une réponse globale parce que ça va dépendre du type de milieu humide, de la nature des travaux. Et ensuite, ça va dépendre aussi des indicateurs que vous allez mettre en place parce qu'il y a certains indicateurs qui sont plus ou moins sensibles et du coup qui vont répondre plus ou moins vite.
Voilà. Mais après, voilà, après, il y a si vous voulez vraiment savoir plus et peut-être avoir plus de temps pour échanger sur, si vous avez des cas concrets, c'est vrai que au cours de la formation de 4 jours, on a ce temps-là, donc, et puis on a même des temps un peu en off où vous pouvez aussi échanger avec les intervenants. Mais comme ça, je ne pourrais pas faire une réponse générale parce que voilà, ça ne répond pas tous les scénarios. Dans tous les scénarios, vous n'avez pas un temps de réponse qui est équivalent. Voilà, ça va être en fonction du contexte et des indicateurs que vous allez mettre en place. Super, merci. Et je conclurai ce premier point avec une remarque qui demande s'il y a suffisamment de bureaux d'études formés. Eh bien, très bonne nouvelle, il y a beaucoup de personnes de bureaux d'études qui y participent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a suffisamment de bureaux d'études formés, mais en tout cas, il y en aura plus qui connaîtront les outils à la fin de l'après-midi qu'avant. Donc, on avance dans le bon sens. Oui, Merci et on a beaucoup, des bureaux Charlotte. d'études. On a des bureaux d'études dans les sessions de formation. Voilà, donc, il y en a. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention. Et puis, donc, on va enchaîner. Je vais passer la parole à Hugo Clément, qui est écologue au laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne de l'INRAE. N'hésite pas à compléter, Hugo, hein, si ma présentation n'est pas assez précise. Oui. Et donc là, on va faire un focus sur un outil piezo, en gros. Est-ce que C'est tu bon, vois on bien voit. ma présentation? Nickel. Ouais, c'est tout bon. Tac. Ok, parfait. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Hugo Clément, hein, comme tu l'as mentionné, Maxime. Donc, je suis écologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, donc l'INRAE, et plus particulièrement au laboratoire donc écosystèmes et sociétés en montagne. Donc, je suis basé à Grenoble. Et depuis donc 2 ans maintenant, hein, je travaille sur le développement et aussi donc la promotion d'un indicateur hydrologique pour l'évaluation donc des opérations de restauration de création de zones humides, qui est un projet qui est financé donc par l'OFB. Donc c'est un indicateur à venir, je précise, incessamment sous peu. Voilà. Donc au niveau du contexte hein, de la création de cet indicateur et de son développement, donc on sait aujourd'hui que pour les opérations de restauration et de création de zones humides, donc il y a un certain nombre d'opérations qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Donc nous on va s'intéresser principalement à pourquoi est-ce que ça fonctionne pas bien, et notamment dans le cadre de la compensation écologique. Donc on a quand même beaucoup d'échecs qui sont observés. Euh, donc le terme ici de compensation, donc il fait référence en fait aux opérations de restauration et de création de zones humides qui sont mises en place pour compenser le fait d'avoir détruit par exemple une zone humide. Donc c'est une compensation qui a lieu donc, en dernier recours dans le cadre de la séquence ERC, donc éviter, réduire et compenser. Donc on pense, en s'intéressant à l'hydrologie, donc qu'un certain nombre justement d'échecs de restauration ou de création de zones humides, il pourrait être évité. Donc en s'intéressant justement un peu plus, voire beaucoup plus à l'hydrologie, ça nous permettrait en fait d'identifier rapidement, donc quand je dis rapidement, c'est à court et moyen terme, donc dans les 5 premières années, pourquoi en fait notre site en voie de restauration ou de création n'est pas sur sa bonne trajectoire de restauration, par exemple. Donc en fait la nécessité déjà de suivre les niveaux de nappe hein, en zone humide après restauration, c'est reconnu. Hein, il y a déjà pas mal d'acteurs de la restauration qui les mettent en place. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de gestionnaires de zones humides qui nous ont indiqué comme quoi il y avait encore des difficultés à analyser et à interpréter les données collectées. Et puis c'est aussi des suivis qui sont parfois perçus comme difficiles à mettre en œuvre. Et dans le cadre notamment de la compensation écologique, il y a aussi un besoin qui a été mis des services de l'État de disposer de critères pour évaluer, donc dans un cadre réglementaire, si un projet de restauration ou de création de zone humide a atteint ses objectifs. Et le critère hydrologique, donc on pense qu'il devrait en faire partie. Hop. Donc pour répondre à ce constat, hein, on a porté donc un projet sur 2 ans qui se nomme Hydrindic,
dont vous avez peut-être entendu parler, et qui rassemble donc un certain nombre de partenaires, donc acteurs de la restauration de zones humides, dont notamment Soltis Environnement et Biotope pour donc les bureaux d'études qui nous apportent un appui sur le fait d'avoir un indicateur qui soit opérationnel et qui réponde vraiment, qui puisse être utilisé dans le cadre de bureaux d'études, que ce soit pas non plus une usine à gaz. L'UMS Patrinat et l'OFB, le Conservatoire d'espace naturel de Savoie, pour le côté appui scientifique aussi. Et donc l'objectif de ce projet a été donc de promouvoir l'utilisation des piézomètres, donc, des suivis piézométriques en zone humide, et deux aussi, c'est de fournir un indicateur qui soit un indicateur donc d'évaluation du succès des opérations de restauration ou de création de zones humides, qui soit entre guillemets facile à mettre en œuvre et qui répondent en fait, qui prennent en compte les contraintes budgétaires, temporelles aussi des acteurs de la restauration. Donc on n'est pas parti de rien pour cet indicateur, hein, puisque on a sélectionné un indicateur hydrologique qui est simple dans sa mise en œuvre, qui était démontré comme robuste pour le suivi hydrologique des zones humides restaurées ou en création. Donc ça a été un indicateur qui a d'abord été développé dans le cadre d'un projet de compensation écologique aux États-Unis. Et donc sa robustesse et son intérêt, hein, en fait, ils ont été confirmés sur une variété de zones humides, donc des marais, des prairies humides, des tourbières, aux États-Unis. Donc le principe de cet indicateur, c'est vraiment de comparer l'hydrologie de sites qui correspondent à notre objectif de restauration. Donc on peut appeler aussi des sites de référence. Donc on va avoir plusieurs sites qui correspondent à notre objectif de restauration qu'on va suivre. Et on va comparer cette hydrologie avec ce que l'on peut observer, les données piézométriques que l'on va récolter sur le site en voie de restauration. Donc là, sur ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est donc tiré de leur article, hein, c'est qu'on mesure donc la profondeur de nappe en fonction donc sur une année, et on va comparer donc si notre site, si les chroniques piézométriques des sites correspondant à l'objectif de restauration, est-ce qu'elles sont proches de notre site, de ce qu'on observe sur le site en voie de restauration. Donc on va y revenir, on va regarder l'hydropériode, etc. Donc ça, c'est le principe de l'indicateur. Le principe aussi fondamental de ce sur quoi il se base, hein, l'indicateur, comme vous l'avez compris, ce sont les scores. Donc je les appelle les scores, hein, c'est les sites qui correspondent à l'objectif de restauration. Ça va être de justement, pour chaque site en voie de restauration, le but c'est d'identifier plusieurs scores. Donc ce sont pas forcément en fait des zones humides qui sont présentes dans des sites protégés, qui sont exempts de toute pression, mais en tout cas ce sont des zones humides qui correspondent à un objectif qui soit réaliste de restauration ou de création. Donc ils vont être sélectionnés généralement sur le fait qu'ils soient assez proches de la zone humide en voie de restauration, avec une alimentation en eau similaire, etc., avec plusieurs critères qui sont définis donc dans le guide qui sera à apparaître, pour justement ne pas comparer des écosystèmes qui soient des milieux qui soient totalement différents. Et donc c'est la partie aussi un peu complexe, hein, de devoir sélectionner ces sites qui correspondent à l'objectif de restauration, puisqu'on sait que sur certains territoires, ça peut être des territoires très anthropisés, on peut avoir des difficultés à en rencontrer. Donc pour chaque site, donc les scores et notre site en voie de restauration et de création, donc ils vont être équipés de piézomètres. Donc ces piézomètres, ce sont des puits d'observation, ce sont tout simplement des tubes PVC, hein, pour faire simple, qui sont enfoncés dans le sol à la tarière manuelle, qui vont aller jusqu'à 2 mètres de profondeur au maximum, ouais, et qui vont s'intéresser au niveau de nappe libre dans le sol. Donc pour nos scores et notre site en voie de restauration, on va les équiper avec ces piézomètres, au sein desquels, dans la mesure du possible, on va y installer des sondes autonomes de mesure de profondeur de nappe. Donc ces sondes, en fait, elles vont enregistrer automatiquement une mesure journalière de la profondeur de nappe, et ce suivi il est effectué au moins sur une année. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, ces petits tubes. Donc les piézomètres qui sont installés sur les scores,
ils nous permettent de construire une enveloppe de référence. Donc, on a besoin, pour construire cette enveloppe, des données, des piézomètres, donc des scores. Donc ici, vous avez par exemple 3 chroniques piézométriques. Donc vous avez 3 piézomètres sur 3 scores différents, par exemple, qui sont identifiés donc sur la gauche. Et ces piézomètres, ces chroniques piézométriques, on va pouvoir calculer une moyenne de profondeur de nappe journalière. On va y ajouter un écart-type ou soustraire un écart-type pour obtenir cette enveloppe de référence. Donc c'est ce que l'on a en vert ici. Et cette enveloppe de référence, elle correspond en fait à une gamme de variations de profondeur de nappe qui nous semble acceptable pour un type de zone humide. Donc cette enveloppe de référence, je vous parle un petit peu de calcul. Bon, c'est moyenne écart type, ça ne va pas non plus pousser très loin, mais ces calculs, en fait, ils sont effectués automatiquement puisqu'on a mis en place, on propose un tableur qui est pré-rempli dans lequel on peut ajouter directement les données brutes de terrain et un outil en ligne qui permet donc automatiquement de calculer l'indicateur et de construire le graphique associé qui va mettre en place justement l'enveloppe de référence et y insérer les différentes chroniques piézométriques du site en voie de restauration. Donc comment se passe le calcul de l'indicateur? Donc notre site en voie de restauration, lui, va nous donner aussi plusieurs chroniques piézométriques, donc comme vous pouvez l'observer sur la gauche. Et donc ces chroniques, on va, donc grâce aux outils proposés, elles vont être associées à l'enveloppe de référence. Et donc ce que l'outil va faire, ce qu'on va regarder aussi dans un premier temps, c'est les hydropériodes. Est-ce qu'elles sont similaires? Est-ce que les variations de profondeur de nappe au cours du temps, en intensité, en profondeur, est-ce qu'elles sont les mêmes entre nos sites, notre site en voie de restauration et nos scores? Et l'outil aussi, lui, ce qu'il va calculer, c'est le pourcentage de données qui sont incluses dans l'enveloppe de référence. Il y a d'autres calculs aussi qui sont effectués pour nous dire justement, lever une alerte, nous dire bah, attention, là vous êtes vraiment en dessous de l'enveloppe de référence, donc problème, besoin de mesures correctives par exemple. Ou alors, si on est à l'intérieur de notre enveloppe de référence, on va considérer que notre site, d'un point de vue hydrologique, attention, pas dans sa globalité, hein, mais d'un point de vue hydrologique, il semble sur une bonne trajectoire de restauration. Donc ici, je vous propose 2 exemples assez extrêmes, mais c'est pour vous montrer aussi l'intérêt de l'indicateur. Donc ici, c'est un premier site donc, qui concerne la restauration et une partie création de roselières. Donc ça se passe en Isère, forcément. Étant à Grenoble, on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a vers chez nous. Donc, en Isère, pardon, avec des opérations de restauration qui ont concerné donc le déblaiement, bouchage de drains aussi, il y a 2 ans, pour une zone humide type plateau. Donc, on a identifié, c'était en phase expérimentale, donc on avait un seul score. Donc, je vous expliquerai après pourquoi. Ce score, il avait donc cette roselière en place, avec un fonctionnement hydro qui était convenable. Et donc, on l'a comparé, ces chroniques piézométriques, avec un site en voie de restauration qui a une première roselière en formation qui est à un stade assez jeune. Donc, au niveau des résultats, ce qu'on a pu voir, c'est que sur notre site, dans un premier temps, on a regardé l'hydropériode. Donc, sur une année, donc de mars 2021 à mars 2022, on a regardé la profondeur de nappe. Donc, ce que vous avez, les petits points bleus, ce sont des mesures de profondeur journalière de la nappe sur notre site en voie de restauration, dans le piézomètre 1. Et ce que vous avez en vert, donc, c'est l'enveloppe de référence. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que notre hydropériode, on a une hydropériode qui est assez similaire, hein, qui est relativement similaire, où on a donc des variations au cours de l'année qui ressemblent largement à ce qu'on a sur l'enveloppe de référence. On a quasiment la moitié du temps nos données qui sont dans l'enveloppe de référence, et si on n'est pas dans cette enveloppe, on est au-dessus. Sachant que, comme vous pouvez l'observer, l'enveloppe de référence peut être assez fine à certains endroits, puisqu'on avait donc un seul score. C'est pour ça qu'on propose aussi d'équiper plus de scores, parce que ça nous permettra aussi d'avoir une enveloppe de référence qui soit la plus juste possible et qui prenne bien en compte toutes les variations qui sont acceptables pour ce type de zone humide.
Donc, d'après ce qu'on peut observer avec ce graphique, on n'est pas forcément inquiet sur le devenir de la zone humide d'un point de vue hydro. Ça ressemble en tout cas à ce qui a été vu dans les objectifs. On a aussi un deuxième cas qui, pour le coup, lui, est assez extrême sur des objectifs un peu plus flous, hein, mais ce qu'on observe aussi dans les projets de restauration, avec la création d'une aulnée marécageuse. Donc sur notre site qui correspond à l'objectif de restauration, donc on a cette aulnée en place. Donc c'est de type rivulaire avec une restauration donc qui a été faite, enfin une création en 2015 et un site qui est à proximité directe de ce site, qui est donc sur le site on observe plutôt la méga forbier des joncs et avec un faible déblaiement de remblai sur site. Donc là, au niveau du graphique, ce que l'indicateur va nous donner, donc là, comme je vous le disais, hein, c'est un exemple extrême, on va rarement aussi avoir ce cas, mais ça peut être rencontré. C'est l'enveloppe de référence, déjà, entre les profondeurs de nappe de ce qui est observé sur notre site en voie de restauration et nos scores. On n'est pas du tout dans une hydropériode similaire. Les profondeurs de nappe sur notre site en voie de restauration, on descend une bonne partie de l'année aussi en dessous de 50 cm. Donc on n'est même pas à des endroits en zone humide. Donc là, c'est un projet dans le cadre de compensation. Donc là, on sait que l'indicateur, il va nous lever une alerte assez rapidement. Visuellement, on va le voir très rapidement qu'on n'est pas bon. Et ça nous permet d'obtenir, non pas une note, mais en tout cas de lever des alertes pour dire attention, mesure corrective. En tout cas, là, on peut attendre un certain nombre d'années, mais on n'obtiendra jamais notre Aulnay. Voilà, un cas extrême, mais pour représenter aussi l'indicateur. Donc en conclusion, Hydrindic, en fait, ça va nous permettre d'identifier les causes donc d'échecs, mais aussi de compléter les indicateurs qui sont existants. Il ne les remplace pas. On ne va pas utiliser que Hydrindic pour dire si cette restauration ou la création de zones humides elle est bonne, mais on va pouvoir dire rapidement, en tout cas, puisque l'hydrologie amène la végétation, tout ce qui est donc sol, etc. En s'intéressant à l'hydrologie, dans un premier temps, on va avoir une réponse rapide et on va pouvoir donner des indications rapides sur notre direction de restauration, à compléter donc avec, par exemple, les indicateurs de composition floristique, etc. Donc, on a un guide méthodologique qui a été complété, qui devait sortir donc fin d'année dernière, mais qui a été complété cette année et qui donc sortira d'ici la fin d'année, dans quelques semaines, j'espère. Et donc la prochaine étape aussi pour l'utilisation de cet indicateur et de la piézométrie, ça va être d'utiliser Hydrindic pour évaluer les impacts indirects des projets d'aménagement sur les zones humides. Donc certains d'entre vous ont peut-être été sollicités pour proposer des sites à étudier. Donc voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Merci. Super, merci beaucoup Hugo. Alors effectivement, il y a déjà quelques questions. Donc on peut attaquer direct, notamment une question plusieurs questions qui portent un peu sur la composition du pool de sites contrôle ou de comparaison. Voilà, et dans quelle mesure est-ce qu'il faut que les sites soient… Alors, il y avait une question sur la pluviométrie, soient proches pour avoir la même pluvio. Et puis, quelqu'un qui demandait aussi, est-ce que c'est aux porteurs de projet de trouver les sites? Est-ce qu'il y aura de la mise en commun de sites avec un genre de banque de données des sites? Et puis, question un peu liée, je te la pose aussi, c'était sur la durée. Sur combien de temps on compare ces sites-là pour que ce soit valide? Oui. Alors, je vais attaquer par la dernière question, je vais faire à l'envers. Donc, au niveau de la temporalité, donc les suivis, en fait, on va, dans le cadre, je pense à la compensation, donc en fonction du type de zone humide que l'on va étudier, certaines vont répondre très rapidement. Et en fonction aussi, comme le disait Charlotte tout à l'heure, hein, en fonction des opérations de restauration qui ont été mises en œuvre, hein, ça va répondre plus ou moins vite. Mais par exemple, boucher un drain, au niveau de l'hydrologie, ça va modifier très rapidement l'hydrologie de notre site. Et donc, on va pouvoir avoir une nappe qui va être stable sur le site assez rapidement et pouvoir rendre compte de ça au bout d'une année, par exemple. Mais pour d'autres sites, ça va être plus long.
Et donc là, en fait, dans le cadre de la compensation, par exemple, on va pas se soustraire à ce qui a été dit dans la réglementation. Donc si le service de l'État dit bah, on va faire un suivi à 3, 5, 10 ans, eh ben, l'indicateur pourra être calculé à 3, 5 et 10 ans. Et on compare une année de données on compare année par année. Voilà. On ne va pas comparer 10 ans de données, des chroniques sur 10 ans, et avec une autre chronique sur 10 ans, on va le faire année par année. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question qui était sur est-ce que donc on va pouvoir pooler des sites ensemble, oui, tout à fait. C'est-à-dire que on va avoir sur des territoires, on va s'intéresser dans un premier temps où est-ce que je peux trouver des scores. Est-ce que je n'ai pas déjà sur mon territoire des sites qui sont suivis d'un point de vue de la piézo et que je vais pouvoir utiliser, qui correspondraient en fait à mon objectif. Donc ça, on peut le faire. Et donc, c'est ce qu'on regarde justement à faire en Savoie pour le faire, par exemple, par département, essayer de pooler des sites ensemble, plutôt que d'installer beaucoup de piézos sur un site, ben, en mettre que quelques-uns, mais sur un panel de zones humides différentes et de pouvoir avoir toutes ces chroniques ensemble pour dire bah, les prairies humides à tel endroit en Savoie, on a cette enveloppe de référence. Donc, c'est possible. Et pour la première question, je ne sais plus. C'était le lien notamment en termes d'éloignement entre oui, les sites de référence et puis ton site, oui, au niveau de la pluviométrie. notamment, Alors ouais. Climat oui, aussi, hein, justement, mais, en fait, les sites, on veut qu'ils soient, en fait, on va regarder déjà on va faire un peu l'entonnoir, hein, mais dans le guide, donc ça sera expliqué comment les sélectionner. On va regarder par éco-région dans un premier temps et d'être sur des systèmes qui soient similaires pour justement éviter de comparer des écosystèmes qui soient trop éloignés. Et le but de l'indicateur, c'est justement donc on fait un suivi synchrone entre les sites, donc en même temps pour s'affranchir de justement la pluvio. Hein. Si on suit un site pendant 2 ans à un endroit et puis après 2 ans après, on suit par contre notre site de référence, bah là, on va pas pouvoir utiliser l'indicateur puisqu'on va être sur des pluvios qui vont être différentes, ça va être compliqué de les comparer. Donc le but, c'est d'avoir des sites qui soient proches pour justement avoir une pluvio qui soit similaire. Mm. Ok. Merci. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui demande carrément si c'est possible de proposer des sites pour alimenter le côté tu vois, suivi de plusieurs sites, comme tu l'évoquais là, ce que vous essayez de mettre en place en Isère, et qui dit comment est-ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si tu as une réponse déjà à apporter ou si c'est un peu prématuré. Non, c'est un peu, non, c'est un peu prématuré, mais oui, par contre, j'ai mis mon mail là, sur la diapo, mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des sites qui sont suivis depuis un moment et que qu'on puisse pouler ça. Le but aussi de l'indicateur, c'est de proposer une bancarisation des données, puisqu'on a beaucoup aussi de gestionnaires d'espaces naturels qui font des suivis depuis longtemps. Mais ces données, en fait, on ne les a pas. Et le but, ça serait de les rassembler euh, sur une plateforme, donc sur Hades notamment, où donc là, on a des suivis de profondeur de nappe, mais liés au piézomètre du BRGM, qui suivent des nappes profondes. Et donc là, ça serait aussi de les inclure sur cette plateforme pour avoir une banque de données de suivi piézométrique dans l'idéal. Donc, il sera voilà, à libre choix des personnes qui font des suivis de les bancariser, mais ce qui est fortement recommandé en tout cas. Voilà. Et par contre, donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est bien les données bancarisées ne pourront pas être utilisées pour comparer des sites équipés après. On compare une année à l'autre. Voilà, on compare une année. Données. Voilà, on va suivre pendant une année nos sites en parallèle. Voilà. Super. Voilà. Bah, du coup, il y avait. Bon, alors, je pense qu'on a déjà un peu répondu, mais si on prend par exemple cette année, qui est une année très particulière parce que extrêmement sèche, Oui, est-ce que voilà. vous savez dans quelle mesure le fait de comparer dans la même année enfin, il y avait deux questions. Est-ce que ça peut impacter la comparabilité des sites ou est-ce que ça ne change rien? Et deuxième sujet, est-ce que Hydra Indic est toujours applicable dans une année très particulière comme celle-ci? Ou est-ce qu'il y a un risque que l'indicateur ne fonctionne plus? Oui, alors si on est sur des sites, forcément, puisque l'objectif, c'est d'avoir des sites qui soient à proximité avec un fonctionnement similaire.
Donc, si je suis sur une prairie humide qui est 1 kilomètre, qui est mon objectif de restauration, je l'ai suivi cette année. En fait, oui, il fonctionne très bien. Je vais avoir des niveaux de nappe qui vont chuter, hein, qui vont être vraiment en profondeur. Mais ce que je dois observer aussi sur mon autre zone humide, puisque je vais avoir une pluviose similaire, je vais avoir un contexte qui est similaire. Donc, je peux tout à fait le mettre en place. La seule difficulté, j'ai envie de dire, c'est que notre profondeur de nappe, elle peut aller tellement basse, elle peut être tellement basse que en fait, elles sont en dessous du piezo. Donc après ça, je ne sais pas si justement des personnes ont fait des relevés récemment de piézométrie. Ils pourront peut-être témoigner, mais on peut avoir aussi des données voilà, qui se perdent puisqu'on est vraiment en profondeur. Mais sinon, non, non, il est applicable dans tous les cas. Ouais. Ok, super, merci. Bon, et puis ça, de toute façon, j'imagine que les histoires de profondeur, il y a sûrement un peu plus de précision dans le guide méthodo à venir. Oui, tout à fait. Euh, Donc, en tout cas, j'espère, j'espère il vous sera, voilà, il sera apparaître bientôt. Donc, Voilà, et du coup, il y avait quelqu'un qui demandait comment être au courant, comment être notifié de la sortie du guide. Eh bien, je pense que nous, côté du portail du centre de ressources, oui, on fera une actu donc, sur le centre de ressources zone humide dont je redonnerai le lien à la fin. oui. Voilà, et puis sûrement sur les actus INRA aussi, INRAE, pardon. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y aura plusieurs actualités qui vont être mises en place et aussi une diffusion donc côté OSB dans le cadre, par exemple, du format guidé protocole que vous retrouvez sur leur site. Voilà. Super, eh bien, merci beaucoup Hugo. Alors Merci. visiblement, il y a des gens qui m'entendent pas bien et je m'en excuse, mais je ne peux pas augmenter le volume de mon micro, donc je vais parler fort dans mon micro en espérant que ça compense. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier Pierre Castecker qui répond, qui a une activité de réponse active dans le chat sur toutes les questions posées. Donc je pense qu'il continuera à amener des compléments dans la discussion. Merci Hugo. Merci. On enchaîne du coup. Margot, donc parole à Margot Mistard, qui est chargée de mission surveillance des habitats ouverts à Patrinat. Et donc là, on va faire un tour du côté des méthodes d'évaluation de l'état de conservation des habitats. Mais je n'en dis pas plus. Et on voit bien la présentation, c'est bon. Super, merci Maxime. Donc, bonjour à tous. Donc Margot Mistard, comme l'a dit Maxime, je suis chargée de mission surveillance d'habitat ouvert à Patrinat. Et donc, je vais vous présenter les méthodes qu'on met en place depuis pas mal de temps pour évaluer l'état de conservation des habitats humides, mais pas que, à l'échelle des sites. Alors, je vous propose de commencer avec quelques expositions de concepts et le contexte réglementaire lié à ces évaluations. Tout d'abord, avec la notion d'habitat, ça peut paraître peut-être un peu instinctif pour certains, mais beaucoup moins pour d'autres personnes. Un habitat, c'est quoi? C'est une notion qui a vraiment été propulsée par la directive Habitat Faune Flore de 1992 sur le devant de la scène. Et cette directive, elle définit les habitats comme étant des zones terrestres ou aquatiques qui se distinguent par des caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que par habitat, on entend un ensemble indissociable d'un compartiment abiotique de caractéristiques stationnelles, c'est-à-dire une certaine altitude, un certain climat, une certaine pédologie, etc. Et un compartiment biotique avec une végétation qui peut être donc soit herbacée et ou arbustive et ou arborée et ou bryolichénique, une faune, mais aussi une fonge. Donc, on peut très bien décrire un habitat avec ses propres mots. Donc là, je vous ai mis un exemple d'habitat humide. Donc, si je me situe dans le Jura, donc sur substrat plutôt calcaire, donc je suis en contexte alcalin, entre 700 et 800 mètres d'altitude, donc à l'étage montagnard, je suis sur un bas-marais. Donc, un bas-marais, c'est une tourbière qui a au moins deux types d'alimentation en eau, une alimentation par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement et ou la nappe. Les espèces dominantes, ça va être Erioforum latifolium carex panicea, donc la linaigrette à larges feuilles et le lèche bleuâtre. Je peux dire que je suis sur un bas-marais alcalin de l'étage montagnard, Erioforum latifolium et carex panicea. Cependant, il y a de multiples typologies standardisées en fait, qui existent, notamment à l'échelle de l'Europe, donc Corinne Biotope, EUNIS, et la typologie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la typologie EUR28, la typologie des habitats d'intérêt communautaire. Notez que l'exemple là que je vous présente, en fait, c'est l'habitat code 7230 tourbière basse alcaline dans la typologie EUR28.
Donc, un habitat d'intérêt communautaire, c'est quoi? C'est une notion aussi qui est définie du coup dans la directive Habitat Faune Flore. Ça va être un habitat qui est en danger de disparition dans son aire de répartition naturelle, ou bien qui a une aire de répartition réduite, donc par suite de sa régression ou en raison de son aire intrinsèquement restreinte, ou ça va être un habitat qui peut être un exemple propre à l'une des plusieurs régions biogéographiques qu'on a sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est par exemple le cas de l'habitat que je vous présente en haut à droite de la diapositive, qui est un habitat d'eau dormante, donc décrit dans le manuel d'interprétation EUR28, manuel d'interprétation des habitats d'intérêt communautaire. Ce sont les eaux oligotrophes à littorales, ce sont des végétations vivaces qu'on va retrouver que dans le domaine atlantique. Donc, les habitats d'intérêt communautaire qui sont listés dans la directive, c'est des habitats qu'on va appeler des habitats génériques. Par exemple, là, le code 3110, c'est un habitat générique. Donc, au niveau du territoire métropolitain, on a 133 habitats d'intérêt communautaire qui sont présents. Donc, ça fait à peu près 58% des habitats d'intérêt communautaire qui sont présents sur le territoire de l'UE. Au niveau terrestre, donc, ces habitats vont être répartis dans 4 régions biogéographiques, l'Atlantique, le continental, l'alpin et le méditerranéen. Les habitats d'intérêt communautaire qui sont génériques ont été déclinés en habitats élémentaires dans les cahiers d'habitat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des habitats génériques qui sont très, très variables sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, ça aboutit à la création de cahiers d'habitat à partir des années 2000. Donc, on a des cahiers d'habitat forestiers, des cahiers d'habitat agropastoraux, et donc pour les cahiers d'habitat, on a des cahiers d'habitat humides qui ont été publiés en 2002. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ces cahiers d'habitat. Pour information, on a une réinterprétation qui est en cours des habitats d'intérêt communautaire, et donc la deuxième version des cahiers d'habitat humide ne devrait pas tarder à paraître. La directive Habitat Faune Flore, elle définit aussi pour la première fois la notion d'état de conservation. Donc, je vous ai mis la définition donnée par la directive que vous lirez. Et donc, les objectifs principaux de la directive Habitat Faune Flore, c'est de maintenir ou de restaurer les habitats et les espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. C'est pourquoi, dès la fin des années 90, on a le réseau Natura 2000 qui a commencé à se mettre en place à l'échelle de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, à l'échelle du territoire métropolitain, on a 2 types d'évaluations qui sont prévues. Tout d'abord, à droite, vous avez une évaluation de l'état de conservation de tous les habitats d'intérêt communautaire à l'échelle biogéographique, prévue tous les 6 ans, qui est demandée par l'article 17 de la directive Habitat. C'est ce qu'on appelle l'exercice de rapportage. Donc, c'est une évaluation à faire par tous les États membres de l'Union européenne tous les 6 ans, à l'échelle biogéographique, pour chaque habitat d'intérêt communautaire. L'article 11 aussi de la directive Habitat Faune Flore notifie que pour effectuer ce rapportage, il faut aussi mettre en place un réseau de surveillance de ces habitats à l'échelle du territoire métropolitain. Donc pour info, là, je vous ai mis en gros les résultats du dernier rapportage directive Habitat Faune Flore sur les habitats humides, et vous voyez, d'après les chiffres de l'ONB, qu'on a seulement 6% des habitats d'intérêt communautaire humides présents sur le territoire qui sont en état de conservation favorable. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est l'autre évaluation. Donc l'article 6 de la directive Habitat Faune Flore a été transposé dans le Code de l'environnement, c'est l'article R1411. Et donc cet article prévoit l'évaluation de l'état de conservation des habitats à l'échelle des sites Natura 2000, habitats pour lesquels les sites ont été désignés. Mais c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, avec le principe méthodo, tout d'abord, les objectifs des méthodes d'évaluation, c'est bien sûr de répondre à l'obligation réglementaire, donc l'article dont je viens de vous parler, de constituer une base scientifique parce qu'on va relever un certain nombre de données sur la composition floristique, sur la structure des végétations, etc. L'idée, ça va être aussi de constituer un outil d'aide à la gestion, parce que l'idée de ces méthodes, c'est bien de cibler les points sur lesquels il faut agir pour maintenir ou restaurer l'état de conservation favorable. Ça va permettre aussi de compléter les formulaires standards de données, c'est-à-dire les fiches propres à chaque site Natura 2000, mais aussi de fournir des idées d'indicateurs pour la surveillance des habitats prévus à l'échelle biogéographique et à l'échelle nationale, en fait. Donc, l'objet, c'est vraiment l'habitat générique.
L'échelle d'évaluation, dans un premier temps, c'est le site Natura 2000. Et les méthodes doivent être applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain. À qui elles s'adressent, ces méthodes? C'est vraiment tout public qui a pour mission d'évaluer l'état de conservation des habitats à l'échelle des sites, donc des gestionnaires, mais aussi des CBN, des bureaux d'études, etc. Donc, dans l'évaluation prévue tous les 6 ans à l'échelle biogéographique, ce que la Commission européenne demande, c'est l'évaluation de 4 paramètres pour évaluer l'état de conservation des habitats. Donc, l'aire de répartition, la surface, la structure et les fonctions, et les perspectives futures. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour les méthodes d'évaluation à l'échelle des sites, c'est un peu de reprendre ces paramètres, mais de les adapter à la configuration d'un site. Donc, on va chercher à évaluer la surface, les structures et fonctions, mais aussi les altérations. Pour chaque paramètre, on va lister un certain nombre de critères, donc par exemple l'hydromorphologie ou la composition spécifique. Et pour chaque critère, on va lister un certain nombre d'indicateurs à relever sur le terrain. Exemple, la couleur de l'eau, la présence d'espèces eutrophiles, etc. Donc nous, un petit mot sur aussi rapidement comment on élabore ces méthodes. C'est une démarche classique de recherche bibliographique, de validation en comité d'experts qui regroupe des gens des CBN, des animateurs, de sites, des gestionnaires, des universitaires. On teste nos indicateurs sur le terrain, on fait des analyses statistiques et on propose une première version de grille d'évaluation de l'état de conservation. Avec donc comme principe qu'à chaque indicateur retenu, on va avoir une valeur seuil qui va être associée, seuil à partir duquel en fait l'indicateur va être favorable pour l'état de conservation ou défavorable. Et à chaque valeur seuil, on va avoir des notes qui seront associées. Donc l'idée, c'est quand l'opérateur il applique sa grille d'évaluation sur le terrain, il somme les notes qui correspondent aux indicateurs qu'il a relevés. Donc, les notes des indicateurs vont être sommées à la note de 100 et on obtient une note globale d'état de conservation à placer sur un gradient d'état de conservation qui va des états défavorables aux états les plus favorables, avec ce seuil qu'on appelle nous état favorable choisi qui va être vraiment le seuil à partir duquel l'état de conservation de l'habitat est considéré comme favorable ou non favorable. Rapidement, on propose plusieurs échelles d'analyse et de relevé des indicateurs. On va pouvoir des indicateurs à relever à l'échelle de la placette, des indicateurs à relever à l'échelle du polygone d'habitat, des indicateurs directement à relever à l'échelle du site. Je passe aussi très rapidement sur les moyens de rendu de l'évaluation, en gros, de l'état de conservation à l'échelle du site. Là, je vous ai mis un exemple. On peut, pour avoir une note globale à l'échelle du site, par exemple, faire une moyenne des notes de toutes les placettes qu'on a évaluées. On peut utiliser l'exemple que je vous ai mis là. Et on propose aussi différents types de rendus complémentaires. Ça peut, par exemple, être une cartographie d'état de conservation des placettes à l'échelle du site. L'idée, vraiment, c'est de trouver le bon compromis entre les coûts associés à la mise en place de méthodes et l'efficacité des méthodes. On n'est pas encore dans le suivi, là, parce qu'on est sur des mesures semi-quantitatives. Cependant, on est quand même un peu plus précis que le seul avis d'expert, qui, lui, ne permet pas en fait de comparaison entre deux évaluations. Donc, ce qu'on publie en ce moment pour ces méthodes, ce sont des cahiers d'évaluation de l'état de conservation. Donc là, je vous présente la dernière version en date des cahiers d'évaluation de l'état de conservation des bas marais calcaires. À noter d'ailleurs que Hugo est en premier auteur de ces cahiers d'évaluation. Comment on organise ces cahiers d'évaluation? On propose déjà une partie très introductive liée au contexte réglementaire, au concept, au fonctionnement des habitats qui sont ciblés. Et ensuite, ce qu'on va proposer, c'est des guides d'évaluation individuels pour chaque habitat concerné par l'étude. Donc, par exemple, là, pour les bas marais calcaires, vous avez 4 habitats d'intérêt communautaire en France, les cladiers, les tourbières basses alcalines, les bas marais artico-alpins et les sources tufeuses. Donc, pour chaque guide individuel, on essaye donc de proposer une description de l'habitat à partir de la bibliographie, de la dernière interprétation en date de l'habitat, de notre phase de terrain, avec aussi la carte de répartition la plus à jour de l'habitat et les derniers résultats de l'évaluation à l'échelle biogéographique. Ensuite, on propose la grille d'évaluation à appliquer sur le terrain.
On essaie également de définir, de borner les états de référence et les habitats en eux-mêmes, chose qui n'est pas forcément toujours simple, mais c'est vraiment pour que l'opérateur puisse se dire, positionne ces catégories sur le gradient d'état de conservation. Là, je suis dans un état dégradé, là, c'est un état altéré, là, c'est un état favorable, là, c'est un état optimal. Ensuite, on va proposer donc des fiches indicateurs, en gros, une description des indicateurs avec les méthodes, les protocoles qui sont associés, et puis une fiche terrain. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces méthodes, elles sont complètement adaptables et évolutives, rien n'est figé. En effet, quand on récolte de nouveaux jeux de données, on peut recalibrer les indicateurs, les valeurs seuil, les notes qui sont associées. Et les mises en application par les opérateurs, elles permettent de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que la méthode elle est vraiment facile à mettre en œuvre? Et très important, est-ce qu'elle est adaptée à tous les contextes présents sur le territoire métropolitain? Et l'idée aussi, c'est de pouvoir ajuster les listes d'espèces qui sont proposées, parce que vous l'entendrez bien, nous, on propose une méthode qui se fait applicable à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain. Mais rien n'empêche un opérateur à une échelle plus locale de dire, voilà, dans ma liste d'espèces indicatrices, je rajouterai bien cette espèce-là parce que je pense qu'elle est indicatrice d'une dégradation. Un petit laïus très important aussi sur l'état de conservation et la gestion. L'évaluation de l'état de conservation, c'est pas la même chose que l'évaluation de la gestion, dans le sens où l'état de conservation, ça peut être donc la résultante de la gestion, mais c'est aussi la résultante de l'historique du site, des impacts à plus large échelle. Donc l'état de conservation, c'est vraiment plus large en fait. L'évaluation de l'état de conservation, c'est vraiment plus large que l'évaluation de la gestion. Par contre, l'évaluation, elle peut permettre de savoir où doivent se concentrer les efforts. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit aussi, c'est qu'une méthode d'évaluation, c'est un outil, ça ne remplace jamais le choix de conservation des gestionnaires. En effet, parce que des fois, l'état de conservation favorable d'un habitat, ça peut être différent de l'état de conservation favorable d'un habitat d'espèce. Je reprends cet exemple à chaque fois parce que je le trouve très simple et très parlant. Donc là, vous avez sur cette diapo le miroir, qui est un papillon qui adore la molinie, qui peut être présente en landes humides. Donc, en gros, vous comprendrez bien que pour que l'habitat de cette espèce soit favorable, il faut qu'il y ait un fort recouvrement en molinie. Or, nous, on a démontré, en mettant en place la méthode d'évaluation de l'état de conservation sur les landes humides, qu'un fort recouvrement en molinie est défavorable à l'état de conservation de l'habitat. Donc là, le gestionnaire, quand il se retrouve face à ce cas, il a deux possibilités. En fait, c'est soit de favoriser la molinie et donc d'avoir un habitat en mauvais état de conservation, mais un habitat d'espèce en état favorable. Ou alors, il va essayer de conserver la lande humide, mais dans ce cas, ça va être moins favorable au miroir. Donc pour finir, on a plusieurs méthodes du coup, qui ont été publiées depuis 2009. Sur les habitats humides, ça a commencé depuis 2013. On a 97% des habitats d'intérêt communautaire humides décrits dans les cahiers d'habitats humides qui ont aujourd'hui fait l'objet d'une première approche méthodologique par Patrinat. Mais renseignez-vous aussi aux échelles locales, on a vraiment de nombreuses méthodes qui existent, qui ont été produites par les conservateurs botaniques nationaux, des conservatoires d'espaces naturels. Donc, je vous ai mis le lien sur la diapo qui regroupe toutes les méthodes d'évaluation qui sont disponibles à ce jour par Patrinat. Si vous voulez en savoir plus aussi, on a publié l'année dernière dans la revue Naturae un article qui se veut un peu un bilan des méthodes pour évaluer l'état de conservation des habitats humides sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc pareil, je vous ai mis l'adresse si vous voulez aller lire l'article. Et en ouverture, je finirai par le Programme national de la surveillance de la biodiversité terrestre, dont Patrinat a la charge de coordonner en fait ce programme. Donc c'est Antoine Lévesque chez nous qui coordonne ce programme. En ce qui concerne les habitats ouverts, en fait, la question principale à laquelle va devoir répondre ce programme de surveillance, c'est quelle est la tendance nationale et par grand ensemble géographique de l'état de conservation des habitats. Et donc, vous voyez bien un petit peu l'intérêt de produire ce genre de méthode à l'échelle locale qui peut nous donner des idées d'indicateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Margot. Avant d'attaquer les questions du chat, juste parce que je sais qu'il y a des gens qui participent qui sont pas sur des sites, qui n'interviennent pas sur des sites Natura 2000, et tu l'as un peu évoqué, l'intérêt la démarche de questionnement côté gestionnaire. Est-ce que
l'utilisation de ces outils en dehors des sites Natura 2000, c'est quelque chose qui est déjà généralisé? Est-ce que vous avez des retours ponctuels là-dessus? Voilà, c'est déjà quelque chose qui se fait ou est-ce que c'est plutôt une ouverture possible de ces outils? C'est complètement, l'échelle du site Natura 2000, c'est vraiment une portée réglementaire, quoi. C'est vraiment pour dire où on évalue l'état de conservation de l'habitat à l'échelle du site. On peut très bien évaluer l'état de conservation des habitats grâce à ces indicateurs à l'échelle d'autres sites, donc pas forcément du site Natura 2000. Hein. Ok. Et donc après, dans les questions, il y en avait une sur le nombre de placettes de suivi. Je ne sais pas s'il y a une réponse générique à apporter sur le nombre de placettes de suivi en fonction de la surface. Est-ce qu'il y a toujours un nombre minimum de placettes? Peut-être que ça dépend de pas mal de facteurs. C'est une question qui revient à chaque fois et c'est une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse précise à apporter parce que c'est ultra variable à l'échelle du territoire. On va avoir des sites, par exemple, où il y a par exemple, 1, 2 ou 3 polygones d'habitat. Donc là, on peut se dire, bon, bah là, je vais échantillonner toutes mes placettes, pas de souci. On va avoir des sites Natura 2000 où ça va être la folie, on va avoir 50 mares temporaires à évaluer. Donc là, bien sûr, il va falloir échantillonner. Mais ça dépend, en fait, des moyens aussi qui sont alloués à l'évaluation. Donc ça, malheureusement, on peut pas imposer en fait aux gestionnaires de site un nombre minimum de placettes à effectuer. En tout cas, ce qu'on sait, je me rappelle, il y a un stagiaire qui avait un peu évalué la puissance, le nombre de placettes en fait qu'il faudrait pour correctement évaluer l'état de conservation à l'échelle d'un site, et c'est un nombre de placettes qui est très grand en fait. Donc il me semble, je pense, qui peut dépasser largement les moyens qui sont alloués à ce genre d'évaluation, quoi. Donc voilà, on peut ne pas proposer de nombre de placettes minimales. Et du coup, quelqu'un qui rebondit en demandant si c'est un tirage, quand tu parles de faire un échantillonnage, est-ce que c'est un échantillonnage aléatoire ou est-ce que c'est un choix assumé de site? Si c'est un choix assumé c'est-à-dire, oui, un choix arbitraire. Ouais, en fait, il y a plusieurs cas de figure. En fait, dans les retours d'expérience qu'on a, les gens font un petit peu comme ils veulent. Ça peut être un échantillonnage aléatoire stratifié, un échantillonnage aléatoire. Enfin, l'idée quand même là, c'est que généralement, quand vous voulez évaluer l'état de conservation d'un habitat à l'échelle d'un site, vous allez quand même essayer de privilégier les zones où l'habitat est là pour avoir quand même une vision représentative de votre habitat à l'échelle du site. Et ça peut être aussi un petit peu orienté dans le sens où si vous avez une bonne connaissance de votre site, l'idée c'est quand même d'avoir une image représentative de l'état de conservation. Donc intuitivement, vous avez déjà quand même une petite vision des placettes qui vont être en état de conservation très bon ou des placettes qui vont déjà être en état de conservation un peu moyen. Ok, merci. Dernière question. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet suivi sans strict, mais quelqu'un qui demandait qui est responsable de réaliser l'évaluation du site dans la mesure où l'évaluation ne fait pas partie de l'animation des DOCOB. Je ne sais pas si c'est le lieu d'y répondre, mais puisqu'elle a été posée, je te la relais. Généralement, c'est les gestionnaires de sites. Après, il y a plusieurs structures qui font aussi appel aux conservatoires botaniques nationaux. Il y a des bureaux d'études aussi qui sont missionnés pour évaluer l'état de conservation des habitats à l'échelle des sites. Donc, il n'y a pas une structure ou un type de structure en particulier qui doit mener cette évaluation. C'est des méthodes qui sont prises en charge par tout type de structure. Ok, bon, je te remercie. Merci beaucoup de ta présentation. Merci à toi. Puis, on va enchaîner sur le dernier volet d'outils. Donc là, on s'éloigne un petit peu de la zone humide au sens strict. On va être sur une approche milieu humide plus large avec donc le suivi scientifique minimal. Anne Vivier, qui est chargée de mission recherche restauration des milieux à l'OFB, et Altaï Pango, qui est ingénieur d'études d'efficacité écologique des restaurations physiques de plans d'eau à l'INRAE. Voilà. Alors, Anne, pour l'instant, on a le retour moniteur. Est-ce que c'est bon? On a le retour moniteur, là. Si tu as lancé
La projection, il faut que tu Alors, cliques sur inverser les deux écrans. je n'ai qu'un écran. Bon, donc ça ne peut pas être ça. Non, j'ai changé d'ordinateur, donc ça peut-être. Sinon, coupe et relance. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, mon ordinateur a craché, donc j'ai un nouvel ordinateur. Ça a un peu. C'est plus les mêmes boutons. Bonjour à tous. Avec Altaïa, on va se partager la scène pour vous présenter les suivis scientifiques minimaux et les réseaux de sites de démonstration pour la restauration en cours d'eau et en plan d'eau. Je mentionne aussi qu'on a utilisé des contributions de Julien Bouchard de l'OFB Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'on a une collègue de Bourgogne-Franche-Comté dans la salle, donc si elle a des compliments à rajouter, ce sera avec plaisir. Et de Virginie Archimbault de l'INRAE. Je vais commencer par les cours d'eau et ensuite Altaïa enchaînera avec les plans d'eau. Donc ça, je passe rapidement. L'origine de ce projet-là, du suivi scientifique minimal et des sites de démonstration, ça a émergé en 2010. Alors en 2010, la directive cadre sur l'eau avait 10 ans et beaucoup de travaux de restauration commençaient à être mis en œuvre, notamment sur les cours d'eau. En 2010, il y a un groupe de travail avec l'INRAE, les agences de l'eau, et puis à l'époque, c'était l'ONEMA, maintenant c'est l'OFB et puis le ministère, qui a commencé à se poser des questions sur justement l'efficacité de ces opérations de restauration. Alors les scientifiques, ils se posaient plutôt des questions sur les effets des opérations de restauration sur divers compartiments, la morphologie, les biocénoses, etc. Les agences de l'eau, pour être très très caricaturales, se disaient oui, mais est-ce que ces opérations de restauration de l'hydromorphologie, ça a un effet sur l'état écologique? Et puis les gestionnaires, toujours de manière très caricaturale, nous posaient la question de savoir mais comment intervenir le mieux possible sur ces milieux-là et restaurer le mieux possible. Donc, l'idée a émergé de mettre au point un suivi standardisé des opérations de restauration hydromorphologique en cours d'eau, qui s'est concrétisé par des travaux de Jean-René Malavoie et Yves Souchon, qui ont ensuite été opérationnalisés dans un guide sorti en 2010, donc un guide vraiment opérationnel, dont vous avez l'image à l'écran. Et ce suivi standardisé repose sur des principes assez classiques en termes de suivi d'opérations de restauration, mais permet aussi d'expliquer pourquoi ces choix et l'utilisation de ces principes. Alors, comme principe, par exemple, il y a la conception du suivi avec un plan d'échantillonnage avant-après, station témoin, station restaurée, donc qu'on appelle un BACI. L'utilisation de protocoles qui sont standardisés, donc qui sont maîtrisés par certains gestionnaires, par des bureaux d'études, des suivis sur le long terme des opérations de restauration, donc au moins sur 10 ans avant travaux et après travaux, enfin, un an avant travaux et au moins 7-8 ans après travaux. La récolte de données de suivi et de données de contexte, y compris sur la teneur des travaux, vraiment comment le génie écologique est mis en œuvre sur ces opérations de restauration, et la bancarisation de cet ensemble de données dans un système de bancarisation en s'appuyant sur les infrastructures existantes quand c'est possible, donc les banques de données institutionnelles, NIAD, ASP, CARIS, etc., en passant par une cendrification de ces données-là, vraiment dans un but de pérennisation de ces données et d'accessibilité de ces données, et puis d'autres dispositifs pour les données qui ne peuvent pas être bancarisées dans ces systèmes-là. Donc, ce guide a un domaine d'application, ce sont les cours d'eau permanents et prospectables à pied, adaptés à 7 types de restauration hydromorphologique, notamment les reméandrages, reconstitution de matelas alluvial, suppression de contraintes latérales, remise dans le talweg, les modifications de la géométrie dans l'emprise d'un lit mineur un peu contraint, les effacements d'ouvrages et les contournements de plans d'eau. À ça se surajoutent des critères de dimensionnement des projets,
Voilà, et des 50 fois la largeur plein bord, par exemple, pour les restaurations en linéaire. Et je ne l'ai pas noté là, mais il y a aussi des contraintes de mise en œuvre sur la possibilité d'avoir vraiment des stations témoins, qui est souvent un facteur limitant quand on met en œuvre des suivis. On ne trouve pas forcément de stations témoins. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez important dans ce dispositif. Donc, sur la droite, vous avez un exemple de restauration de reméandrage d'un cours d'eau qui s'appelle la Druy, donc dans l'Yonne, après travaux. Donc, c'est un exemple que je vais reprendre ensuite rapidement pour vous montrer quelques résultats. Dans le guide, vous pourrez trouver des généralités sur l'élaboration des suivis. Qu'est-ce qui a guidé nos choix de protocoles, de plans d'échantillonnage, etc., mais qui peuvent être applicables au-delà de l'application stricte du contenu du guide. Des fiches par type d'opération de restauration qui présentent justement tout ce qui est plan d'échantillonnage dans le temps et dans l'espace avec le positionnement des stations restaurées et des stations témoins. Les protocoles qui sont préconisés, alors, protocoles standardisés ou des protocoles qu'on a développés nous-mêmes quand il n'existait pas de protocole standardisé, par exemple sur les photos, protocole photo, restauration rivière, ça, on n'a pas trouvé, donc on a essayé d'écrire quelque chose. Ou l'hydrologie, par exemple. Et vous avez donc des fiches sur les suivis, donc sur les protocoles, qui font appel aux protocoles standardisés quand ils existent, avec les petites variantes parfois, ainsi que des éléments d'interprétation. Et sinon, ce sont des fiches suivies avec les protocoles qu'on a développés. Alors pour rendre ça un peu plus concret, donc toujours l'exemple de la Druy qu'on a vu tout à l'heure, le reméandrage d'un cours d'eau. C'est un suivi qui est multipartenarial. On voit que les poissons, les macro-invertébrés, la physico-chimie, l'hydromorphologie à la station, les oiseaux et les photos. Et donc, il y a aussi un suivi photo. Donc, tout ça est suivi par différents opérateurs. L'OFB pour certains suivis, mais l'Agence de l'eau également, la Fédération des chasseurs de Lyon et les fédérations de pêche, par exemple, avec des suivis qui aujourd'hui s'étalent depuis 2015 avec une phase de travaux en 2016-2017. C'était vraiment un gros chantier sur la Druy. Très rapidement, le plan d'échantillonnage avec une station restaurée ici qu'on peut voir en plein milieu, la station 2 là, et la station 4, qui est une station témoin qu'on appelle non altérée, ce qui est un peu l'équivalent des scores que présentait tout à l'heure Hugo sur Hydrindic. Aujourd'hui, on en est où de la mise en place de ce projet sur les cours d'eau? On a une soixantaine de sites qui se sont portés candidats, soixantaine de sites de restauration portés candidats à l'intégration dans ce réseau. Il y en a une cinquantaine qui sont véritablement suivis, certains depuis assez peu de temps. Donc aujourd'hui, après, il y a eu 2 stages qui ont un peu commencé à analyser les données. Il y a 25 suivis avec vraiment des données avant-après contrôle impact qui sont exploitables, notamment sur l'hydromorphologie et les macro-invertébrés. Certains sites qui voulaient rentrer dans le réseau, en fait, les travaux ne se sont jamais faits. Donc, pour certains, on a encore de l'espoir, pour d'autres, un petit peu moins. Alors, je voulais juste vous présenter quelques petits résultats parce que c'est ce qui est le plus sympa. Donc, déjà, à l'échelle des sites de restauration, on commence à avoir pas mal de résultats. Donc, il y a différents rapports d'analyse, des publications dans certaines revues, donc Faune sauvage, Naturae, des présentations en colloque ou en journée, des posters. Donc, les derniers en date, c'était des posters et une présentation orale au colloque IS River à Lyon en juillet 2022. Et sur notre Druy, là, notamment le petit graphe en haut sur la station restaurée S2. Donc, avant travaux et après travaux, on voit une vraie évolution en termes de densité et d'abondance, enfin de biomasse et de densité des poissons pêchés sur cette station S2 et qui se rapproche de la station non altérée qui est ici la station S4. Voilà, c'était juste pour faire une petite illustration rapide de certains résultats. Au niveau de l'analyse des données en intersite, c'est-à-dire on globalise tous les sites dans une même analyse. C'est l'avantage aussi de l'utilisation de protocoles standardisés.
Donc là, c'était des travaux d'INRAE, de Virginie Archimbaud, c'est donc une analyse en composantes principales. Et après travaux, on constate que toutes les communautés sont plus diversifiées, quel que soit le type d'opération de restauration. Donc plus diversifiées et plus équilibrées, avec une diminution de groupes taxonomiques dominants comme les oligochaetes ou les gastéropodes, et une augmentation globale de la sensibilité des espèces. Donc, ce qui tendrait à montrer une meilleure stabilité, complexité et spéciation. Et là, il manque un mot parce que de l'habitat. Et je laisse la parole à Altaïa pour les plans d'eau. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Althea Pango, je travaille donc pour l'INRAE et plus particulièrement au sein du pôle éclat. Et je travaille sur un projet de suivi des restaurations hydromorphologiques, mais plutôt en plan d'eau, et le suivi des sites de démonstration du réseau que l'on construit. Donc les plans d'eau sont des systèmes qui sont sous pression, comme je ne vais pas vous l'apprendre, de par leurs nombreux usages, hydroélectricité, loisirs, irrigation. Sous l'effet de ces pressions, on a une dégradation des berges, des habitats littoraux, avec les berges qui s'érodent, les roselières qui ne se développent plus. Et tout cela, ça va entraîner une perte des communautés qui s'y développent. Donc ces dégradations, les gestionnaires les connaissent bien, et ils sont nombreux à essayer de mettre en place des projets de protection, de restauration des habitats littoraux pour pallier cet appauvrissement. Malheureusement, malgré ces initiatives, on constate encore qu'il y a très peu de données, très peu de retours d'expérience sur ces travaux et sur leur mise en place, et on n'a pas vraiment de résultats. Donc du coup, ce manque de connaissances, on a constaté que c'était un frein pour beaucoup de gestionnaires qui souhaitent agir sur leur site, mais qui n'ont pas vraiment connaissance de l'efficacité des différentes mesures qui sont possibles. Du coup, le pôle éclat, donc dans la continuité du projet suivi scientifique minimum, a décidé d'établir un réseau national de sites de démonstration pour la restauration hydromorphologique en plan d'eau. Donc c'est sur le même principe, c'est la constitution d'un réseau de sites qui vise à harmoniser les suivis de travaux en France métropolitaine, travaux de restauration en plan d'eau. Donc c'est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais pas en Outre-mer pour le coup. L'objectif, donc, c'est d'évaluer l'efficacité de ces actions, des actions qui sont mises en œuvre en étudiant les trajectoires d'évolution des systèmes restaurés, donc sur le même principe que SCAN a présenté avant. Donc voilà, c'est aussi un réseau qui est à destination des gestionnaires pour leur permettre d'échanger et permettre des retours d'expérience pour les orienter dans leur prise de décision. On organise aussi des groupes de travail pour que ça leur permette de faire émerger de nouveaux projets sur le territoire. Donc du coup, cette méthode, quel plan d'eau elle concerne? Elle concerne des plans d'eau qui sont supérieurs à 2 hectares, uniquement les plans d'eau douce. Et donc, les eaux saumâtres ne sont pas comprises dans les critères, et d'une origine naturelle ou anthropique. Et on va prendre en compte 6 types de travaux de restauration dans notre méthode standardisée de suivi, à savoir le reprofilage de berges, la restauration des fluctuations de niveau d'eau, les restaurations de roselières, comme vous pouvez le voir à droite là, restauration protection de roselières du lac d'Annecy. On aura aussi une végétalisation des berges, le suivi des restaurations de frayères et enfin les diversifications d'habitats hors berges. Comme vous pouvez le voir à gauche, ce sont les îlots flottants végétalisés du projet UROS qui ont été mis en place dans le cadre d'une thèse portée par le pôle éclat sur la retenue de Serponçon. Alors du coup, quel est le principe de cette méthode? Comme l'a dit Anne, c'est à peu près la même. On a un suivi standardisé sur moyen-long terme, donc avec un état initial avant travaux et 7 années de suivi post-travaux. Ce suivi, donc, il est de type BACI, avec 3 stations, comme l'a dit Anne, restaurés, témoins altérés et non altérés, qui est la référence dont on cherche à se rapprocher.
et ce sur avec dans l'idéal 1 à 2 années de suivi en amont des restaurations pour voir une réelle évolution. Donc les suivis préconisés s'approchent pour la plupart des protocoles DCE assez classiques, même si on a quelques adaptations qui ont été faites. On va suivre 3 compartiments, un compartiment hydromorphologique avec une cartographie des habitats et le suivi hydrologique. On va également suivre le compartiment physico-chimique avec des prélèvements d'eau et aussi un suivi température en continu. Et enfin, le compartiment biologique avec des suivis assez classiques d'ichthyophones, macro-invertébrés, macrophytes et enfin roselières. Je ne rentre pas dans le détail vraiment de ces protocoles que vous pourrez retrouver dans le guide de méthodologie que vous trouverez enfin en référence. Donc, le suivi de l'ensemble de ces paramètres, c'est évidemment le cas idéal. Hein. Malheureusement, on sait que dans la pratique, on ne peut pas tout appliquer. Donc, dans la méthode, on indique aussi des suivis qui vont être recommandés par type de restauration. Donc là, vous voyez la carte actuelle du réseau de sites de démonstration. On dénombre à peu près, pour l'instant, 11 sites suivis avec des protocoles mis en place dans le cadre des états initiaux, ceux qui sont déjà en post-restauration. On a un petit peu tous les profils. Le réseau, il n'est pas encore très fourni puisque les projets mettent un peu de temps à se mettre en place. Mais on a plus d'une trentaine de sites potentiels qui, si les travaux se concrétisent, seront également intégrés au réseau et apporteront aussi leur expérience à ce réseau. Donc, très rapidement, pour un exemple de site actuellement suivi avec cette méthode, on peut citer la retenue de la Somme en Saône-et-Loire. C'est une retenue de barrage qui présente une forte problématique de bâtillage. Donc, ils ont prévu de reprendre les berges en pente douce, d'installer une fascine en avant-berge pour couper ce bâtillage et enfin de revégétaliser les berges. Donc, l'objectif, c'est limiter l'érosion et améliorer les habitats piscicoles. Pour cet exemple-là, on suit la température, le compartiment ichthyologique et on fait une cartographie des habitats. Donc, ces suivis ils sont réalisés dans le cadre d'un partenariat avec l'OFB et la communauté urbaine Creusot-Monceau, qui est gestionnaire. Et donc, du coup, là, ici, vous pouvez voir un exemple de rendu de cartographie des habitats. Donc, on dessine sur papier millimétré sur le terrain et qu'on transpose ensuite sur QGIS pour pouvoir par la suite réaliser un plan d'échantillonnage de pêche afin de faciliter les relevés pour le suivi. C'est assez simple c'est assez simple d'application. Ensuite, vous pouvez voir également le suivi de la thermie qui, lui aussi, encore une fois, c'est extrêmement simple. On va poser une sonde thermique de type OBO qui va enregistrer en continu la température pendant un temps donné jusqu'à la relève. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et enfin, le suivi de pêche, donc pêche électrique de bordure, et les poses de NAS pour pouvoir suivre aussi les alevins. Et donc, les NAS, on les laisse poser une nuit afin de suivre les alevins. On les relève le lendemain. Voilà, et une pêche de bordure assez classique hein, avec une trentaine de points d'échantillonnage par station. Donc voilà pour cet exemple-là et pour cette présentation. Donc comme je disais, le guide de suivi il se retrouvera à la fin dans les références et puis je peux vous mettre aussi le lien dans le chat pour retrouver la page du projet. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors du coup, j'enchaîne. Je prends quelques questions. Il y en a plusieurs dont certaines s'éloignent un peu du sujet. Donc je suis désolé, on va focaliser sur celles qui sont vraiment rigoureusement liées à ce qu'on vient d'évoquer là, dans un premier temps. Altaïa, il y avait une première question de Denis Berlemont qui est à l'œil et qui a remarqué qu'il n'y avait pas de site actuellement au nord de la diagonale Bordeaux-Strasbourg. Est-ce que c'est prévu ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu.
on a plusieurs sites en discussion, mais voilà, on est encore en travail. Les projets mettent un peu de temps à se monter, donc pour le moment, mais j'espère. Et puis si vous avez des propositions, n'hésitez pas, on recrute des sites. Et ensuite, il y avait aussi une question sur les suivis après effacement de plans d'eau, mais du coup, ça me faisait me questionner sur peut-être le cas des plans d'eau concernés. Là, c'était surtout pour des plans d'eau naturels ou des grands plans d'eau qui sont considérés comme masse d'eau, non? C'est peut-être ça parce que effectivement, c'est un suivi qui s'intéresse à l'écosystème plan d'eau et aux rives. Donc, l'effacement de plan d'eau n'est pas concerné par cette approche. Non, l'effacement de plan d'eau n'est pas concerné. Nous, c'est vraiment le suivi au sein du plan d'eau, mais non, ça ne concerne pas les Mais ça concerne les rivières, par contre. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, sur la première partie du SSM. Et du coup, petite question pour finir à toutes les deux. Anne, tu l'as évoqué comme difficulté, déjà identifiée, mais quelqu'un demandait qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de témoins non altérés? Ah là là, non, alors ça arrive souvent, hein, il ne faut pas désespérer. Non, dans le guide, il y a vraiment tout un arbre des décisions pour positionner ces stations et choisir ces stations. Il y a des régions, par exemple en Centre-Val de Loire, où on a beaucoup de mal à trouver des stations témoins non altérées. Donc on fait 100, mais par contre, on a des stations témoins altérées. Et généralement, on rajoute une station restaurée en plus. L'idée, c'est d'essayer d'avoir au moins 3 stations de suivi à chaque fois. Donc évidemment, dans l'interprétation, il va falloir prendre ça en compte. Mais c'est pas complètement bloquant. Enfin, ça dépend pour quel type de restauration, mais c'est pas complètement bloquant. Par contre, pour les effacements d'ouvrages, si ma mémoire est bonne, on a préconisé 2 stations restaurées, une station témoin non altérée. Donc là, c'est sûr que si on n'a pas de témoin non altéré, c'est vraiment compliqué de discerner entre les évolutions naturelles et les effets de la restauration. On a vraiment du mal à dénouer les effets de l'un ou l'autre, quoi, si on n'a pas du tout de témoin. Ok, merci. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner. Alors, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps de cette présentation. Il y avait une question, donc Pascal a commencé à donner des éléments de réponse, mais qui élargissait un peu la question du suivi à ce qu'on appelle l'éco-bénéfice ou au moins les autres aspects d'un milieu, c'est-à-dire pas seulement ses considérations écologiques, mais aussi ses usages. Donc là, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a une réponse à apporter et je pense qu'on n'aura pas trop le temps de se focaliser là-dessus, mais c'est bien sûr une question très pertinente. Là, on a fait volontairement aujourd'hui un focus déjà sur les aspects écologiques et de fonctionnalité des milieux. Et puis, il y avait une autre question qui disait, mais comment est-ce qu'on fait du coup? On a vu plusieurs outils, comment est-ce qu'on fait pour choisir, pour s'y retrouver dans ces différentes possibilités? Et ça tombe bien, puisqu'on avait prévu une conclusion sur ce sujet-là, sur les aspects d'articulation entre ces différents outils. Donc, je vais donner la parole pour cette conclusion qui peut-être répondra à cette question. Je vais donner la parole à François Michaud, qui est directeur de programme à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Bonjour à tous, merci Maxime pour l'organisation de cette rencontre. Je pense qu'on a vu qu'elle était bien nécessaire et même s'il y a déjà des ponts qui existent entre ces différentes méthodes, je pense que ça en jettera encore plus et on a des beaux programmes à suivre. Peut-être avant de répondre directement à ta question, je voulais replacer un petit peu ces questions d'indicateurs et d'outils dans le contexte. Alors nous, on le sait tous que ces zones humides, elles sont multifonctionnelles et c'est bien ça qu'on cherche à regarder. Tantôt, elles ont un intérêt pour la biodiversité, d'un point de vue hydrologique ou pour leur fonction épuratoire. Voilà, et puis d'autres fonctions également dont on a moins parlé aujourd'hui, mais sur les intérêts patrimoniaux ou culturels. Et ce dont on se rend compte aussi ces derniers temps, notamment dans le cadre des changements climatiques qui se font toujours plus présents, c'est qu'on a un intérêt toujours plus marqué
pour ces zones humides et que aujourd'hui, on a tout un tas de décideurs qui se mettent à s'intéresser à ces zones humides. Alors, nous, on est content parce qu'on le dit depuis des années qu'il faut s'y intéresser et s'en occuper. Donc tant mieux. Mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin parce que c'est celles qui permettent de nous restituer l'eau en période de sécheresse, de boire, se nourrir, refroidir nos centrales, stocker du carbone. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi une fonctionnalité importante et que les zones humides en mauvais état, ben, elles jouent plus ces rôles. Donc voilà, une menace importante sur ces zones et qui continue aujourd'hui de se dégrader. Alors le changement climatique, mais l'artificialisation également, la fragmentation, etc. C'est bien ce que font les gestionnaires sur le terrain pour contrer tout ça, c'est de chercher à restaurer ces milieux ou à les préserver. Mais pour ça, ils ont besoin d'outils solides pour bien appréhender ce sujet complexe qui est multidimensionnel. Et la difficulté, c'est d'essayer de simplifier cette complexité et de réduire les paramètres à suivre et à observer. Je crois que c'est Margot qui l'a dit, et je trouve ça très juste de passer du dire d'experts à des paramètres qui sont plus objectivés. Donc c'est pour ça qu'on a eu tout ce développement d'outils depuis de nombreuses années, des outils qui sont différents, nombreux, et il y en a d'autres qu'on n'a pas cités aujourd'hui qui existent et vous les connaissez. Le premier constat pour aller choisir cet outil qu'on va appliquer, c'est évidemment quel est l'objectif. Quel est l'objectif poursuivi sur son site. Et c'est bien ce que la séquence de présentation a montré aujourd'hui, c'est que chacun de ces outils répond à des objectifs différents qui ne sont pas forcément les mêmes. Et on le voit malheureusement sur le terrain, hein, d'une manière générale, on a encore trop de protocoles qui sont mis en œuvre comme ça, sans forcément de faire de lien avec les objectifs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi, quels sont les coûts et les moyens qu'on a à engager pour mettre en place ce suivi. Et donc, il faut bien comprendre son besoin. Est-ce qu'on veut faire un suivi de l'état de sa zone humide sur le long terme? Est-ce qu'on ça a trait avec une restauration? On a vu que certains marchent pour l'un et pas pour l'autre. Quel est le délai dont on dispose? Quelles sont les compétences humaines qu'on va pouvoir mettre en œuvre entre poser un piézomètre et faire des relevés phytosociologiques, bah c'est pas la même chose. Quels sont les moyens financiers qu'on peut engager? Quelles sont également les données qui existent parce que certains de ces protocoles s'appuient. Certaines de ces démarches s'appuient sur des protocoles qui sont déjà existants, sur lesquels des données ont déjà pu être récoltées. Et puis, on a éventuellement, sur certains cas, des objectifs externes de rapportage Natura 2000 ou de suivi d'autres groupes. Je pense à Pop Amphibien, à Steli ou d'autres. Et puis, également, quelle est la finesse des résultats qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut un résultat grossier ou pas? Et notamment sur les 2 dernières présentations, on a aussi vu la question des sites témoins et puis également pour Hydrindic le besoin de sites de référence. Donc c'est un petit peu toutes ces questions qu'il faut mettre sur la table pour aller s'orienter vers la bonne méthode. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais vous en doutez, il n'y a pas de cadre unique à tout ça, il n'y a pas de réponse qui permette de dire que exactement dans telle situation, voilà ce qu'il faut appliquer. L'important, c'est de bien comprendre les démarches, je crois, qui sont proposées derrière ces outils. On a tout un volant d'outils à utiliser et il va falloir aller piocher dans cela et peut-être même parfois à l'intérieur des boîtes à outils, notamment sur Méo, sur lesquels les 5 protocoles ne sont pas forcément à mettre à appliquer, mais il va falloir suivre en fonction et choisir en fonction de son site. Une chose également, c'est qu'on n'a pas d'exclusion entre ces protocoles. On a parfois des recouvrements et puis je crois qu'ils ont tous été bâtis en cohérence entre eux, ces protocoles, mais effectivement, peut-être pas dans une approche complètement globale. Donc peut-être que collectivement, on aurait des efforts à faire pour un peu limer les différences que chacun a introduit dans les différentes démarches parce que finalement, 3 passages, on pensait que c'était trop, il en fallait que 2. Et donc, on a un peu adapté les protocoles alors que justement, on vise plus d'interopérabilité entre ces démarches. Donc peut-être que on aurait des questions à se reposer sur ça et cette rencontre
ça aura peut-être cet effet. Voilà, donc ça c'est sur le choix des démarches, des protocoles. Et puis mon deuxième constat, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas oublier de réfléchir que c'est que des indicateurs qui vont être présentés devant. On essaie d'objectiver une situation complexe, mais si on n'a pas une formation adaptée, il y avait la question à un moment dans le chat, est-ce qu'on peut se lancer dedans comme ça? Ça peut être assez périlleux si en tout cas, on baigne pas dans le cadre suffisant qui permette de vérifier qu'on adapte bien le bon outil à la bonne fonction. Et puis réfléchir parce que on l'a pas évoqué, mais il y a tout un tas d'incertitudes qui sont derrière ces méthodes, des biais, des limites, et donc il faut pratiquer et se former pour comprendre la gamme d'applications des différents outils qui marchent pas dans toutes les situations. Et puis, d'une manière générale, il est difficile de se soustraire à l'exercice qui était évoqué aussi à la fin, là, de comprendre bien l'histoire des sites, qu'est-ce qui a été fait pour essayer de comprendre ces situations qui sont assez complexes. Et puis, pour quelques enjeux qu'on peut dégager, ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident à percevoir des deux côtés, à la fois à l'échelle locale et puis à l'échelle nationale, c'est que ces démarches, elles ont bien un double objectif, à la fois un objectif pour le local, pour le terrain, pour les gestionnaires de sites qui les mettent en œuvre et qui veulent comprendre comment marche leur site, son fonctionnement, ce qui doit être corrigé en fonction de la gestion, etc. Ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est à l'échelle nationale, parce que il est nécessaire que cette information, elle remonte, qu'on puisse compiler la connaissance derrière qui va guider les grandes orientations nationales. Et idéalement, ça devrait redescendre sur les sites dans leur gestion. Donc, on a bien besoin de ce double objectif, des démarches qui sont uniquement visées terrain et qui ne remontent pas, c'est dommage. Et puis des démarches à vos souhaits. Et puis des démarches qui sont uniquement nationales, sans prendre en compte les besoins du terrain, elles ont assez peu de chances d'être réellement mises en œuvre. Et donc cette remontée du terrain, elle doit être poursuivie. Je crois que sur toutes ces démarches, on a besoin de mieux caler les tuyaux pour que ça remonte à l'échelle nationale et aussi avoir des outils adaptés. Peut-être que les échanges de fichiers par mail où on s'envoie des données, on a peut-être des choses un peu plus perfectionnées à faire aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut avancer sur ça. Et puis, sur ces questions de diffusion, de formation, comment est-ce qu'on est au courant? Les différents centres de ressources qui existent sur le sujet sont évidemment là pour ça. Et puis, en même temps, se dire qu'ils ne suffisent pas. Il faut qu'on démultiplie les relais d'information à tous les niveaux, national, régional, local, dans les bassins, pour que ces démarches soient réellement effective. Et puis, pas oublier que toute cette connaissance qui est produite, elle sert pas qu'à remplir des indicateurs, mais elle a du sens et qu'elle vise aussi à préserver globalement les zones humides et on a besoin de mieux les comprendre. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion que j'ai pu noter. Super, merci beaucoup François. Du coup, avant de vous libérer, je rebondis sur 2-3 éléments évoqués, et notamment l'existence de différents centres de ressources. Donc, il y en a un qui s'appelle le centre de ressources de milieu humide, qui est animé par l'OFB, dont le site internet, j'espère que je ne vexerai personne, n'est plus tout neuf, mais le contenu reste tout à fait de qualité et d'actualité. Et il y a un espace dédié à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, avec des articles qui sont encore en cours de mise à jour pour certains. Donc, toute l'info n'y est pas encore, mais voilà, ça reprend une partie des éléments évoqués aujourd'hui. Ça en amène d'autres, donc n'hésitez pas à y aller. C'est aussi un lieu où il y a pas mal d'informations, notamment pour d'autres événements liés au suivi. Et puis, j'en profite de vous avoir sur la main pour vous dire que étape suivante, dans 2 mois, quasiment jour pour jour. Alors, attendez, il faut que j'arrive à changer de slide. Voilà. Pardon. Le lundi 21 novembre, vous pouvez noter, pour ceux que ça intéresse, on refait le même genre d'événement, mais cette fois-ci sur la question des suivis, des financements. Des financements pour agir en milieu humide, que ce soit en gestion, préservation, restauration. Voilà, donc là, on prendra carrément 3 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On fera un gros volet sur les financements européens. Et puis aussi, le mécénat,
les différents financements nationaux, les financements des agences, etc. Donc, n'hésitez pas à noter la date. Vous aurez l'info sur le site du centre de ressources et puis que Denis d'ailleurs vient de remettre l'URL dans la discussion. Et puis donc, pour conclure, je vous souhaite une bonne après-midi. Je remercie bien sûr tous les participants qui sont connectés et puis surtout les intervenants parce que je sais que le mois de septembre, c'est toujours pas facile de se rendre dispo, mais ils ont joué le jeu et merci beaucoup. Merci à l'OFB et au centre de ressources qui nous apportent un soutien financier pour l'organisation de cet événement. Je précise aussi que effectivement, c'était très focalisé métropole et peut-être que je n'avais pas assez explicité dans les docs de com, donc je m'en excuse s'il y en a qui ont été déçus, qui venaient de l'outre-mer, mais j'espère qu'ils auront quand même trouvé des infos intéressantes. Je vous renverrai bientôt le replay et puis évidemment les supports de présentation sous réserve que les intervenants soient d'accord. Comme l'a dit Anne, merci à tous ceux qui mettent en œuvre des restaurations et des suivis. Et puis voilà, à la prochaine. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Oui. Merci, au revoir.